On a arrêté les pesticides il y a déjà très longtemps. On a replanté des vergers d'espèces régionales, de pommes, de poires. On a arrêté les Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que tout le monde a une bière? Pas vraiment en fait, hein. Vous n'avez pas forcément respecté la consigne, on la boira juste après. Bienvenue à la Gaîté Lyrique et bienvenue dans ce nouveau projet qui s'appelle La Fabrique de l'époque, qui est un projet qui est porté par 5 structures que sont Arte, Actes Sud, Singa, Artifarti et Make Sense. Alors c'est quoi ce lieu, cette Fabrique de l'époque? C'est un lieu entre création et engagement. C'est un lieu où en fait on va, plutôt que subir l'époque, on va fabriquer l'époque que l'on appelle de nos voeux, celle qu'on désire plutôt que celle qu'on subit, et celle qu'on construit ensemble plutôt que celle qu'on fabrique tout seul dans son coin. Alors la fabrique de l'époque, c'est plein de choses. C'est un lieu de vie du quotidien. Si vous venez ici la journée, vous verrez plein de gens qui travaillent, qui rechargent leur portable, qui discutent, des enfants. Le mardi matin, on a des distributions alimentaires avec la Chorba et l'Armée du Salut. C'est aussi un lieu de fête et d'engagement. Là, vous êtes arrivés, il y avait une grande queue, puisque ce soir, il y a un concert de rap. Et puis, c'est aussi un lieu d'amplification. Ici, on a une espèce de fabrique de talents de l'époque de demain. Et donc, on accueille des podcasteurs en résidence, des artistes en résidence, et puis on fabrique des spectacles, des interventions, etc. Moi, je suis Hélène, donc je travaille chez Make Sense. Make Sense, c'est une association qui a été créée il y a 12 ans. Et l'idée, c'est de redonner le pouvoir d'agir, donc de reprendre le contrôle sur sa vie dans tous ses domaines. Et donc, notamment, de reprendre le contrôle sur son argent. C'est un peu pour ça qu'on est là ce soir. Et donc, ce soir, on a organisé donc, cette soirée que je vous présenterai ensuite sur climat et justice sociale. Donc c'est un débat et des bières. Donc le principe, c'est un peu comme une discussion au café, sauf qu'on a des intervenants qui connaissent mieux le sujet que nous, donc c'est généralement un peu plus intéressant. Et cette soirée, elle s'inscrit dans un cycle qu'on a monté avec le Crédit Coopératif, qui s'appelle le clan de la thune éthique. Et l'idée, c'est de savoir comment, avec son argent, en le mettant dans les bonnes banques, en faisant les bons investissements, en soutenant les bonnes structures, et en fait, on ne détruit pas le climat, mais au contraire, on a une activité positive sur la solidarité et l'environnement. Et donc, je donne la parole à Imad Tabeb pour présenter le Crédit Coopératif. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais. Alors, pour commencer, bonsoir à toutes et à tous. Qui connaît le Crédit Coopératif dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah ouais, quand même. Bon, par rapport à notre taux de notoriété spontanée, là, on explose les compteurs, mais c'est pas un hasard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Crédit Coopératif, juste en quelques mots, on est une banque coopérative, comme notre nom l'indique, qui a été créée par les coopératives françaises il y a 130 ans. Et donc, on est une banque qui s'est spécialisée dans le financement des coopératives, des mutuelles, des associations et plus largement de tous les acteurs
de la transition sociale et environnementale. Du coup, voilà, il est logique qu'on soit partenaire de la soirée de ce soir. Écologie et justice sociale, même combat, c'est vraiment un sujet qu'on porte depuis longtemps. On est aussi une banque, donc voilà, 80%, on va dire, de notre activité, c'est les associations, les mutuelles, les coopératives, les acteurs de la transition sociale et environnementale. On est aussi une banque pour les particuliers. Donc voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir un compte au Crédit Coopératif. On est vraiment spécialisé. Alors on propose tous les produits bancaires classiques, mais on propose surtout, c'est notre marque de fabrique, des produits bancaires solidaires, donc qui permettent de soutenir des associations dans le secteur de la solidarité internationale, de l'action sociale ou de l'environnement. On propose aussi des produits bancaires tracés, donc où on vous assure que le financement va vers les domaines que vous avez choisis. Donc voilà, on est vraiment engagé sur ces sujets-là. Et je ne vais pas monopoliser le temps plus que ça. Bon débat et bonne bière. Et à tout à l'heure. Merci. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? On va parler en fait de cette petite phrase qu'on entend tout le temps. Est-ce qu'on doit opposer fin du monde et fin du mois? C'est devenu une espèce de... un peu tarte à la crème, voilà, que nous resservent un petit peu tous les politiques. Et en fait, on va voir en fait comment est-ce qu'on peut réconcilier réchauffement climatique et justice sociale. Alors, juste un petit rappel, la justice sociale, c'est fondé sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Et le réchauffement climatique ou voilà, le dérèglement climatique, ça impacte tout le monde. Et juste pour rappel, 1% des personnes les plus riches émettent autant de CO2 que les 2/3 de l'humanité. Et si on regarde au niveau des températures, bon, là, il n'arrête pas de pleuvoir, mais ça n'a pas de lien, ça vous le savez. Là, on a, entre février 2023 et janvier 2024, pour la première fois, on a dépassé les 1,5 degrés qui étaient fixés par les accords de Paris. Donc, on rentre dans une grande période de turbulence. Alors, ce soir, on va parler de tout ça avec Priscilla Dudowski, qui s'est mise sur le canapé violet parce qu'elle était en rouge, et moi aussi, sinon ça faisait rouge sur rouge et on nous aurait perdus. Et donc Priscilla, elle est militante engagée pour la justice sociale et environnementale et elle est à l'origine de la pétition sur la taxe carbone qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes. Donc vous l'avez sans doute vu pas mal à la télé, pas mal dans les médias à ce moment-là. Elle est également co-autrice avec Marie Toussaint du livre « Ensemble, nous demandons justice pour en finir avec les violences environnementales ». Et puis elle a aussi plein de choses, tu nous raconteras tout ça. Et puis on a avec Priscilla... Donc noir sur rouge, comme Girchig, qui a 28 ans, qui vient de Boulogne-sur-Mer et qui a fondé l'association de sensibilisation des jeunes ambassadeurs pour le climat. Et il a eu plein de fonctions dans plein d'associations et plein de mouvements, notamment dans Climate, On est prêt. Il a suivi les négociations onusiennes sur le climat, a représenté la jeunesse française à l'ONU, etc. Et puis aujourd'hui, il donne pas mal de conférences, écrit des livres, et puis pareil, il vous racontera tout ça. Et pour savoir qui vous êtes, vous, on a un petit jeu qui est classique chez Make Sense. Donc, je vais vous demander de vous lever. Et ça va nous faire une petite cartographie de qui est dans la salle. Donc, si la réponse à ma question est oui, je m'assois. Et à non, je reste debout. Okay ? Oui, je m'assois, non, je reste debout. Est-ce que je passe l'essentiel de mes journées dans Paris intramuros ? Oui, je m'assois. Non, je reste debout. Ok, donc on n'a pas que des Parisiens. Ok, vous pouvez vous relever. Vous prononcez au moins 2 fois par jour le mot écologie. Ok, c'est assez engagé. Très bien. Vous pouvez vous remonter. Vous êtes incollable en taxe carbone. Ok, il y aura un petit peu de pédagogie à faire sur ce sujet-là. Ok. Vous vous retrouvez systématiquement à découvert le vin du mois. Semi-systématiquement, ok. Vous avez votre permis de conduire. Pas mal pour des Parisiens, ok. Vous vivez dans une passoire thermique.
Ok. Vous êtes dans une banque écolo. Bref. Vous êtes pour le fait de taxer les plus riches. Vous êtes pour. Oui, je suis pour le fait de taxer les plus riches. Je suis d'accord, je m'assois. Tu fais tout à l'envers depuis le début? Ok, on recommence. Ok, dernière question. Vous considérez faire partie des privilégiés? Merci. Ça vous va comme assistance? On démarre avec ces gens-là? Ok. Et ben on va parler donc de climat et de justice sociale. Et pour commencer, on va planter le décor. Et donc, on va commencer par toi, Priscilla. On va considérer que tu es médecin en justice sociale et tu dois poser un diagnostic en fait sur le pays. Tu as 6 minutes. Et comment ça va, quoi? Bonsoir et enchantée d'être là. Alors, donc, je suis le docteur justice sociale et d'abord, le patient ou la patiente a mis 6 mois à avoir un rendez-vous. Je pense que ça représente à peu près le délai d'attente pour un spécialiste. Et si je suis en zone rurale, je vais attendre 1 an. Et une fois que le rendez-vous est pris et que je rencontre le patient et la patiente, je me dis que le patient et la patiente, c'est la France, du coup, c'est la question. Et je me dis que la France, elle est courbaturée, elle est fatiguée, elle en a marre, elle travaille trop, ou en tout cas, elle ne se repose pas assez. Et elle demande du soutien, de la reconnaissance et qu'on valorise un peu son travail. Donc c'est une France en mauvaise santé, physique et mentale. Et donc si je ramène ça plutôt à des chiffres plus précis et qui vous parleront peut-être plus, c'est 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc environ 14 millions. Alors là, on parle de la France hexagonale, mais dans les territoires d'outre-mer, si je vous donne quelques chiffres, on est à 77% à Mayotte, on est à 60% en Polynésie, on est à 53% en Guyane et entre 27 et 39% sur les autres territoires. On a le taux de chômage qui est important aussi en France, 7,5%, et on monte jusqu'à 17% et peut-être plus dans les territoires d'outre-mer. C'est aussi, si on reste sur le domaine du travail, c'est aussi à l'échelle européenne, la France qui fait partie des 3 pays qui sont les champions des travailleurs et travailleuses en risque psychosocial. C'est 40% des personnes qui travaillent en France qui se disent pratiquer une activité qui met en danger leur santé et qui subissent de l'anxiété sociale et qui sont en tout cas qui se meurent au travail, littéralement. Donc voilà, pour moi, ça c'est l'état de la France qui pousse la porte d'un docteur de la justice sociale. Pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, on a une loi qui date uniquement de 2017 qui dit que les écarts de développement entre l'Hexagone et ces territoires doivent être résorbés. Et qu'il devrait y avoir un travail fait du gouvernement pour qu'il n'y ait pas ces écarts de développement. Donc tu parlais tout à l'heure de justice sociale et du fait qu'on soit censé être à égalité, et ce n'est pas du tout le cas. Et donc il y a vraiment c'est une disproportion entre ces territoires et l'Hexagone, mais en tous les cas, si je m'arrête uniquement à la justice sociale, même si j'ai envie d'aller sur le terrain du climat, mais je vais laisser Com en parler, c'est l'urgence, selon moi, de repenser le monde du travail pour qu'il soit à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux. C'est faire en sorte qu'il y ait de vraies réponses à ce que moi j'appelle la crise démocratique, puisque on a vu que dans le mouvement des Gilets jaunes, mais pas que, il y a eu cette soif de participation citoyenne, cette volonté de contribuer à co-construire des mesures avec les États, en tout cas à donner son avis et qu'il soit pris en compte, parce que c'était ça le sujet de la taxe carbone. La pétition que j'ai lancée, c'était de dire oui, il faut financer la transition écologique. Oui, on veut participer, mais on ne veut pas de discours culpabilisants, on ne veut pas de mesures punitives, on veut pouvoir travailler avec les élus sur la manière dont on construit une mesure écologique pour qu'elle n'ait pas d'impact négatif sur nos vies quotidiennes. Et en l'occurrence, c'est à ce à quoi avait été censée servir la Convention citoyenne pour le climat. Parce que le mandat qui avait été donné disait qu'il fallait travailler à une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un esprit, je cite, de justice sociale. Et donc, malheureusement, ça a été un bel exercice démocratique.
Ça a permis de voir la complémentarité de la démocratie représentative et la démocratie participative. Et pour moi, on ne peut pas répondre à ces enjeux climatiques et sociaux sans répondre à la crise démocratique actuelle. Parce que là, pour la 6e année consécutive, les régimes démocratiques sont en recul. La démocratie est en recul dans le monde. Il y a la montée des extrêmes à l'échelle européenne et dans le monde. Et si on ne met pas en place des dispositifs qui nous permettent de nous asseoir autour de la table pour travailler des mesures collectivement pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route, que ce soit sur l'Hexagone ou dans les territoires d'outre-mer, on doit, pour moi, être à la hauteur et proposer ce type de dispositif. Donc tous ces mots que j'ai cités rapidement sur le sujet du social, c'est important qu'on les mette en face des mesures écologiques et qu'on se pose la question de leur impact à ces mesures écologiques. Les violences, je finirai juste là, le livre qu'on a écrit avec Marie Toussaint sur les violences environnementales, c'est né précisément d'une discussion entre Marie et moi sur le constat qui était fait de dire que les personnes qui se mobilisaient dans le mouvement des Gilets jaunes étaient à l'échelle locale, plutôt en dehors de l'Île-de-France, déjà mobilisées sur des questions écologiques, qu'elles étaient déjà malades parce que rejet de soufre, parce que pollution, parce que terre empoisonnée, et qu'au quotidien, elles savaient ce que c'était les impacts des violences environnementales, qui étaient soit causés par les grandes boîtes, soit causés par les effets du dérèglement climatique. Et quand on racontait, parce qu'on fait un récit par région de violences environnementales, et on explique les impacts sociaux, sanitaires, économiques, etc., que ça a pu avoir sur la vie des gens et des collectifs qui se sont constitués pour faire face. Donc on ne peut pas répondre à ces mots-là, on ne peut pas les soigner selon moi, si on ne se met pas autour de la table avec des vrais dispositifs, qu'on ne laisse pas les premiers concernés, les premiers impactés contribuer à construire ces mesures pour que tous ensemble et toutes ensemble on fasse cette transition sereinement. Alors on a vu tout à l'heure quand on avait fait la petite interro sur la taxe carbone que tout le monde était resté debout. Est-ce que tu peux nous repréciser ce qu'était cet enjeu de la taxe carbone et ce qui a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes que tu as particulièrement suivi? Si je fais court et rapide, c'est une taxe c'est la TICPE, mais taxe carbone pour aller vite et taxe sur l'essence pour aller encore plus vite. Et pourquoi moi j'avais élevé la voix à ce niveau-là? C'est parce que je questionnais dans la pétition, elle ne parlait pas uniquement de la taxe carbone en elle-même, elle questionnait le fonctionnement de cette taxe, donc 60% de taxe plus la TVA par-dessus. C'est un impôt indirect, la taxe carbone, donc logiquement, toutes les personnes ne gagnent pas le même montant à la fin du mois, donc ne devraient pas être impactées et contribuer à la même... ça devrait être proportionnel à ce qu'on gagne. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et cet impôt indirect, en fait, était, selon moi, pas forcément employé de la bonne manière. C'est-à-dire que moi, je questionnais la transparence et l'usage de cette taxe. Et on a su à la fin de l'année 2019 qu'une partie de cette taxe allait directement au CICE, qui est un avantage fiscal donné aux entreprises comme Carrefour, Cora, etc., pour censé les aider à embaucher, alors qu'elles étaient en train de licencier massivement à travers des plans. Donc je questionnais l'exemplarité du gouvernement là-dessus, sur l'usage de cette taxe. Je questionnais aussi la transparence, globalement. Et je questionnais aussi l'usage de ces fonds sur le financement de pratiques alternatives, et notamment les alternatives de transport. Et quand j'avais rencontré avec Éric Drouet, le ministre de la Transition écologique à l'époque, qui était François Rugy, il expliquait que les alternatives, c'était pas possible de les financer parce qu'il n'y avait pas de sous. Mais du coup, que faites-vous avec cette taxe? Si on contribue et qu'on nous incite à se déplacer, à nous déplacer autrement, ça suppose qu'on finance avec cette taxe des alternatives de transport. Alors sur l'Île-de-France, c'est facile, on a de quoi se déplacer. Dès qu'on sort un peu plus loin, dès qu'on va un peu plus loin que l'Île-de-France, les gens n'ont pas d'alternative de transport. Je me souviens que j'avais eu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient qu'ils avaient parfois 2, 3, 4 véhicules par foyer dans des endroits où les gares ferment, dans des endroits où tout est éloigné, le médecin, l'école, etc. Et que plus les enfants grandissent, plus ils s'éloignent du domicile et plus du coup le véhicule devient nécessaire. Donc quid de l'absence d'alternative? Et donc cette taxe-là, on peut se poser la question de ce qu'elle est censée financer. Et d'ailleurs, ça peut être élargi à tout type de mesures qui seraient mises en place pour financer la transition écologique. Merci. C'est plus clair pour tout le monde? Parfait. Merci Priscilla. On va passer au docteur Climat. Ça va mieux que justice sociale ou on n'est pas bien non plus? Oh, quel suspense! Très bien non plus. Ouais. Le début va pas être fun, globalement. Je pense que
Il y a toute une partie de solution après. Hein, voilà. Oui, j'espère. Parce que je voulais rebondir sur après la taxe carbone, on pourrait parler du quota carbone sur lequel j'avais fait une conférence. Si jamais ça vous amuse de rentrer dans ce débat-là, peut-être qu'on pourra, je ne sais pas, mais ça permet de soulever des points intéressants. Ça va mal, la planète, globalement. D'ailleurs, moi, ça me fatigue au bout d'un moment parce que je fais beaucoup de conférences sur le sujet et voir des gens qui sont tristes au fur et à mesure, même des gens qui n'étaient pas au courant au départ, c'est assez dur à vivre en fait. Qui a lu le résumé du rapport aux décideurs du GIEC récemment? Qui ne l'a pas lu? Dénoncez-vous. C'est ceux qui ne sont pas encore au crédit coopératif. Bon, quelques chiffres pour aller vite. Tu l'as dit, Hélène, 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. En fait, on est déjà à 1,5 degré de réchauffement, là, pour la première fois. En fait, c'est 1,45. Mais enfin, on est en train de commencer à dépasser l'objectif de l'accord de Paris qui a été adopté en 2015. Donc, il y a vraiment urgence absolue d'un point de vue climatique. Et, fun fact ou pas, la France se réchauffe plus vite que la moyenne. Beaucoup, beaucoup plus vite. Dans les trajectoires actuelles, la France se dirige à peu près à plus 3,8 degrés. Là où le monde se dirige à plus 2,7 degrés. Il va y avoir beaucoup de chiffres, donc c'est bien de prendre des notes. Voilà. Si on s'est enregistré, vous regardez en replay après, voilà, c'est une voilà. note de crayon. Ça, on pourra vérifier. Qu'est-ce que ça implique, ce dérèglement climatique? Ça implique qu'il y a déjà la moitié de la population mondiale qui est soumise à des risques climatiques extrêmes. On n'en parle pas forcément beaucoup en France. Quoique, on commence à parler d'adaptation. Peut-être vous avez vu, aujourd'hui, la Cour des comptes a sorti un rapport spécifiquement sur l'adaptation. On a beaucoup parlé du plan France 4 degrés, précisément parce qu'on commence à comprendre que ça va être un sujet majeur d'investissement, de politique publique, etc. Voilà. On ne va pas être épargné par le dérèglement climatique en France, même si effectivement des pays comme le Bangladesh, par exemple, va être submergé par la montée des eaux à hauteur de quasi un tiers de son territoire. Donc là, c'est des conséquences dramatiques. On va avoir ce genre de conséquences en France aussi. Le ministère de l'Environnement estime par exemple qu'on va avoir 1,5 million de déplacés climatiques en France. Voilà, on dit qu'il y a 250 millions de déplacés climatiques à l'échelle du monde. C'est une crise parmi 9 et c'est en fait un gros problème parce que dans la façon dont on a dessiné le problème écologique dans lequel on se trouve, on est en train de faire une surfocalisation sur le climat et qu'en répondant à ce problème climatique, on est en train de bousiller encore plus vite les autres limites planétaires qui sont peut-être encore plus graves. Évidemment, je dis ça pour captiver un peu l'attention, mais c'est pour dire que c'est au moins aussi grave hein, et que pour l'instant, on a du mal à qualifier ce problème. Par exemple, sur la biodiversité, le rythme d'extinction des espèces est entre 100 et 1000 fois supérieur à ce qui a jamais existé. Alors on se parle, il y a 1 million d'espèces menacées d'extinction à court terme. Ça veut dire que depuis qu'on se parle, il y a une espèce qui a disparu. Voilà. Une espèce toutes les 10 minutes. C'est l'ordre de grandeur de destruction actuelle, liée à plein de choses, uniquement aux activités humaines, hein, agriculture, chasse, pêche, etc. Les forêts tropicales où ils sont tellement abîmés qu'elles commencent à émettre plus de CO2 qu'elles n'en absorbent, il ne faut jamais lire ces notes en conférence. Mais je le fais quand même pour être sûr que vous ayez toutes les informations. On est soumis aussi à des pollutions aux entités nouvelles de plein de types, nucléaires, OGM, etc. Polluants éternels, les PFAS. Ça, pareil, c'est la prochaine bombe sanitaire. Hein. C'est l'amiante. Ça va être du même ordre que l'amiante, probablement. Voire peut-être. Ça se trouve dans quoi les PFAS dans PFAS plein de choses. L'exemple type, c'est qui a été donné dans Darkwater, c'est le Tefal, tous les matériaux adhésifs, mais aussi dans des produits, je crois, de lutte contre les incendies, etc. Enfin, il y en a vraiment dans plein. Dans le fart des skis, raison de plus pour culpabiliser en allant au ski. La question du plastique aussi, bon, pareil, c'est un sujet qui a été, j'allais dire à la mode, c'est pas le bon terme, mais c'est un sujet dont on parle de plus en plus et on a raison. Il y a toujours à peu près un camion de 35 tonnes par jour par minute qui est déversé dans les océans. Donc on est encore dans des ordres de grandeur absolument faramineux. Bref, en fait, on pourrait continuer cette liste pendant des heures. Ça nous aiderait pas beaucoup à mieux comprendre le problème, je pense. Donc le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que on a un sujet de qualification du problème qui nous envoie encore plus vite dans le mur. En parlant que de climat, on se trompe vraiment. D'ailleurs, là, on parle d'écologie. Voilà. On ne parle pas de crise climatique ou autre. On l'a fait pendant une décennie ou deux.
Et c'est un problème. Un exemple, juste pour illustrer ça, c'est la voiture électrique. Bon, c'est un sujet qui est bien implanté. Pour enflammer les repas de famille, c'est le meilleur truc, la voiture électrique. Mais quel est le problème si on prend ça de façon un peu abstraite? On regarde du point de vue climat, c'est pas mal la voiture électrique. C'était pas le cas il y a 10 ans, ça devient pas mal. Vous prenez une petite voiture électrique, c'est mieux, même en analyse de cycle de vie. Mais si vous passez aux autres limites planétaires, la biodiversité, la polluant éternel, etc., c'est pas forcément mieux, pour tout un tas de raisons techniques. La conclusion, c'est quoi? Est-ce qu'il faut faire la voiture électrique, oui ou non? Oui, probablement. Mais il faut garder en mémoire que c'est la pire des mobilités individuelles, à l'exception des voitures thermiques. Peut-être qu'on reparlera de la voiture. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'une personne qui habite en milieu rural ne doit pas prendre sa voiture. C'est juste que politiquement, la direction à prendre, ça n'est pas le modèle de la voiture individuelle, probablement. On pourrait faire le même genre d'exemple pour l'avion à hydrogène. Voilà, pour le constat, qui est triste. Merci beaucoup pour cette dose de bonnes nouvelles. On se sent vraiment mieux, mais ça, on le savait. L'idée ce soir, c'est de voir si on peut réconcilier écologie et justice sociale. Donc, est-ce qu'il faut être pro-Priscilla ou pro-Com? Et donc là, on va faire encore un petit jeu. On va vous poser des questions. Et si vous êtes justice sociale, vous vous penchez là, donc ma droite et votre gauche. Et si vous êtes plutôt écologie, vous pensez chez votre droite et ma gauche. OK? Donc c'est le tu préfères qu'on aime bien. T'es prête, Paloma? OK. Alors, tu préfères cloner 1 million de fois Gandhi ou 1 million de fois Greta? Gandhi, vous êtes de ce côté-là. Greta, vous êtes de ce côté-là. Il y en a qui sont au centre, mais c'est pas facile comme question. Gandhi là, Greta là. Vous voyez quoi? Là? Pas clair. OK, pas clair. Très bien. Deuxième question. Tu préfères obliger les 10 personnes les plus riches de France à faire une fresque du climat ou obliger les 10 personnes les plus riches de France à faire des maraudes tous les soirs pendant un mois? Maraude de ce côté-là, climat de ce côté-là. On est plus maraude, j'ai l'impression. OK. Troisième question. Tu préfères fermer une usine à charbon et mettre 500 personnes au chômage ou la maintenir et protéger des emplois? Je la ferme, je vais de ce côté-là. Je la garde, je vais de ce côté-là. Si vous voulez disparaître sous la table, vous pouvez. Donc là, OK. Donc là, on l'a fait. C'était quoi déjà? Là, on ferme, mais OK. Ensuite, tu préfères entendre demain matin sur France Inter, ça y est, il n'y a plus un seul pauvre en France, vous irez de ce côté-là, ou ça y est, les objectifs de l'accord de Paris sont atteints. Il n'y a plus de pauvres, il fait moins chaud. C'est très caricatural, mais c'est juste pour voir que c'est compliqué. OK. Alors devant, il y a des gens qui restent, en fait, qui ne se penchent pas, qui ne se mouillent pas. Très bien. Ensuite, c'est ça. Tu préfères manger un repas à l'empreinte carbone complètement pourri avec tous tes voisins que tu ne connais pas ou manger un repas exemplaire dans une cantine bio avec tes potes écolos? Alors, l'empreinte carbone pourrie est de ce côté-là avec tes voisins. Bon, là, on mange bio, OK, avec les potes, quoi. Avant-dernière question. Tu préfères mettre des milliards pour tester la semaine de 4 jours à l'échelle nationale ou mettre des milliards pour subventionner la rénovation thermique et les énergies renouvelables? La semaine de 4 jours, de ce côté-là, les énergies renouvelables. OK, énergie renouvelable plutôt. Tu penches aussi, toi, tu fais le jeu? C'est la bière, OK, très bien. OK, dernière question, hyper dure. Tu préfères que Macron se transforme du jour au lendemain en Jancovici ou en l'abbé Pierre? L'abbé Pierre de ce côté-là, Jancovici de ce côté-là. Bon, là, en l'abbé Janco, quoi. Merci beaucoup. C'était dur. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu dans la salle? Et est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que c'était hyper clair, les réponses à ces questions-là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que l'auditoire est conforme à la société? Oui, dans le sens où on nous oblige toujours à choisir ce qui ne devrait pas être choisi, en fait.
Oui, c'est un jeu, c'est aussi, voilà, ça fait partie de l'animation. J'ai cassé l'ambiance. Non, mais c'est vrai que... En même temps, tu veux dire? On est plutôt pour le en même temps, très bien. C'est ça. Non, mais c'est vrai, ça devrait être ça, selon moi. On devrait en fait trouver le moyen de faire, pas les deux pour certaines questions, mais en tout cas, de ne pas avoir à choisir entre fin du monde et fin du mois. Mais essayer de voir comment on peut... ça fera peut-être une bonne transition avec la suite, mais le supposé pacte vert à l'échelle européenne disait qu'au-delà de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il fallait que ça puisse améliorer la qualité de vie des gens. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est censé être les deux. Et l'un devrait avoir un impact sur l'autre. Comment? Alors moi, j'ai fait le bon élève, j'ai pris les questions une par une. Très bien. Mais Allez, tu peux répondre une par une. le clonage, déjà, je suis contre. Voilà, donc cloner 1 million de fois Gandhi ou Greta, je sais pas. Non, plus sérieusement, je trouve qu'il y a un truc avec cette question, c'est de penser que si on avait 1 million de leaders comme Greta ou autres, ça permettrait de résoudre le problème. Et je pense que c'est vraiment une erreur. Il y a vraiment besoin d'une immense diversité, et c'est pas pour faire un discours fleur bleue de dire ça, c'est qu'il y a vraiment on n'a pas besoin d'avoir 1 million de leaders comme Greta, c'est pas nécessaire. Il faut par contre, on a besoin d'1 million d'agricultrices et d'agriculteurs là aujourd'hui en France, ça c'est clair. Et malheureusement, c'est pas le cas. Après, les 10 personnes les plus riches, vous avez dit quoi en majorité? Elles doivent faire plutôt une fresque ou plutôt Alors, c'était maraude, hein, c'était vraiment maraude. Maraude. Bon, on est d'accord. Parce que je pense que, en fait, quand on est trop hors sol, il y a un moment où les abstractions, genre la fresque, c'est une abstraction qui aide, hein, mais faire une maraude, être vraiment directement au contact de la misère dans la rue, je pense que ça leur fera un peu les pieds, quoi. Ça aide à reprendre le contact. Et d'ailleurs, qui a déjà fait une maraude? Comme ça Ok, merci. Manger un repas à l'empreinte carbone pourri avec les voisins ou manger un repas exemplaire. Moi, je préfère un repas pourri avec les voisins que je connais pas, parce que probablement dans le tas, il y a un climato-sceptique, et ça fait toujours une cible intéressante. C'est un entraînement. Statistiquement, c'est possible. Et c'est une super excuse pour manger un bout de viande. Je plaisante. Je plaisante. Après, il y a vraiment les sujets compliqués. Là, c'est moins rigolo. Après, c'est fermer une usine à charbon et mettre 500 personnes au chômage ou la maintenir et protéger les emplois. Là, on rentre dans le dur. Moi, j'aurais dit la première option, fermer l'usine, parce que je pense qu'il y a toujours... Enfin, s'il y a un dispositif de réinsertion, etc. Mais je pense que c'est le genre de décision... Ouais, là, on va rentrer dedans après. Oui, c'est compliqué. Mais je pense que c'est le cœur du débat, justement. C'est d'accompagner cette transition. Mais pareil pour l'agriculture, on va en parler. L'accompagnement vers les filières de transition, etc. Justement, une de mes questions, c'était quelle est la question la plus difficile à laquelle répondre? Donc, pour toi, c'est celle-là. Pour toi, Priscilla, peut-être également. Peut-être qu'on peut rentrer dans cette question-là, puisque c'est vraiment ce qu'on nous oppose généralement aux écolos quand on a envie de protéger un espace naturel ou autre. Enfin, on nous dit oui, mais les emplois, ça fait 50 ans qu'on entend oui, mais les emplois. Voilà, comment est-ce qu'on arrive à concilier ça, qui est vraiment le cœur du sujet? On verra tout à l'heure des exemples bien précis. Mais quand on vous met ça sur la table, soit à un repas de voisins, soit de manière plus sérieuse, comment est-ce que vous y répondez? Il n'y a pas longtemps, ça commence à faire maintenant, c'était l'été 2023. J'ai eu l'occasion d'auditionner une quarantaine de personnes sur la question du travail dans le cadre des États généraux de l'écologie. Et ce qui revient pas mal, c'est on nous pose la question, on nous demande notre avis. Donc on avait des économistes, sociologues, étudiants, retraités, enfin tout un tas de profils. Donc la question du dialogue et de la discussion autour de ça. Mais ce qui revenait aussi, c'était de dire il était important que les écologistes se posent la question dans la mesure où les enjeux sont tellement importants qu'on ne peut plus se poser la question de la manière dont on travaillerait sans questionner l'impact de notre travail, sans questionner les filières qui sont impliquées, si elles sont vertueuses, pas vertueuses, etc. Et donc ce qui revenait, c'était de dire on devrait pouvoir cartographier tous les métiers, se poser la question de leur impact, lorsqu'il y a un impact positif, creuser, lorsqu'il y a un impact négatif, réimaginer la manière dont le métier peut se faire, accompagner financièrement, mais pas que, les reconversions vers d'autres filières. Et c'est vraiment quelque chose qui faisait quand même l'unanimité, c'est de dire en fait, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire ça? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Et après, à côté de ça, il y a aussi le comportement des personnes qui travaillent et qui, de plus en plus, se dirigent vers des entreprises à impact, qui se reconvertissent. Et d'ailleurs, il y a des structures qui se forment pour accompagner les démarches de reconversion,
pour aller vers des entreprises plus responsables dans leur manière de travailler. Et donc, je pense que cette question-là, elle est compliquée parce que, évidemment, que quand on dit on va fermer une usine tout de suite, on va avoir peut-être des mouvements avec des syndicats, etc., qui vont se mobiliser parce que les uns et les autres vont perdre leur métier. Mais je pense qu'il faut plutôt prendre la chose plus en amont. Et je pense que c'est important que les syndicats soient mis dans la danse, entre guillemets, soient en tout cas inclus dans les débats, dans les échanges et dans les démarches qui visent à questionner le travail. Parce que, au lieu, du coup, de se mobiliser après coup, parce qu'on aurait voulu fermer une usine, il faudrait que bien en amont, ils identifient la manière dont on pourrait reconvertir cette filière, etc. Et c'est pas tellement ce qui est fait, malheureusement, et ça nous pousse après à peut-être choisir entre ces deux dynamiques-là, alors qu'on ne devrait pas avoir à choisir. On devrait pouvoir proposer à des salariés de travailler différemment, de travailler à comment leur entreprise pourrait avoir un meilleur impact, et c'est pas du tout ce qui est fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une grosse transition au niveau du travail à faire sur cette question-là. Il n'y a pas déjà des exemples, dans l'aéronautique par exemple, est-ce qu'on essaie de dévier des ingénieurs et de les amener vers le train ou autre? Je sais pas. Vous savez pas? Aucune idée sur l'aéronautique, vraiment. Ou dans d'autres secteurs. Tu dis que là, c'est difficile en fait. Il n'y a pas vraiment d'exemple. C'est ce qu'on devrait faire, mais en fait, ça se fait pas trop. Mais est-ce que ça se fait quand même un peu quelque part Honnêtement, si c'est le cas, je sais pas. Je crois que dans les écoles d'aéronautique, ils commencent à avoir des filières ferroviaires, etc., afin de commencer à utiliser les savoir-faire pour d'autres secteurs. Ouais. Mais dans les entreprises d'aéronautique, je ne sais pas. En tout cas, les syndicats que j'ai interrogés n'étaient pas forcément... ils étaient soucieux des conditions de travail, et c'est bien ce que reprochaient d'autres auditionnés, qu'on se pose la question des conditions de travail uniquement, de tout ce qui tourne autour de la retraite. Évidemment, c'est important, le salaire, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, etc. Mais que peut-être, justement, on devrait plus se pencher là-dessus. Et du coup, là, ça me donne envie d'aller chercher l'info. Je peux répondre à la question, du coup. Ce qui est quand même fascinant dans cette histoire, dans la question de l'emploi à travers la transition, c'est que normalement, il va y avoir une création nette d'emplois d'ici 2030 et d'ici 2050. Dans 3 filières essentiellement, l'agriculture, le bâtiment et la dernière, c'est l'industrie, il me semble. Les énergies, non? Les énergies, oui, les énergies, effectivement. Le plus gros poste de création d'emplois, c'est l'agriculture. On parle de création nette, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir, je crois, 150 000 emplois détruits et 450 000 créés. Donc ça fait une création nette de 300 000 emplois d'ici 2050. Donc l'enjeu, en fait, c'est pas une question de il va y avoir plus de chômage ou autre. L'enjeu, c'est comment on fait en sorte d'accompagner la transformation d'un métier. Par exemple, on prend un agriculteur, une agricultrice aujourd'hui qui est en agriculture conventionnelle, etc. Il faut absolument faire la transition vers le bio. Comment on lui donne toutes les garanties, la formation, etc. pour que ce soit possible. Pareil, une personne qui travaille dans l'aéronautique, comment on l'accompagne vers ça? Moi, j'ai participé avec le ministère du Travail à la création d'une formation pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur du bâtiment, pour les accompagner là-dedans, parce que bien souvent, c'est des personnes qui gagnent très, très mal leur vie, qui n'ont pas comme ça 2 semaines à consacrer pour aller faire une formation à 2000 €, je ne sais pas où. Il faut vraiment les accompagner fortement. Et pourtant, c'est bien là le cœur du sujet, c'est de faire transiter ces gens. C'est pas de la formation initiale, c'est de la formation continue. Donc ça se passe pas dans les écoles d'ingénieurs de commerce ou autres, ça se passe vraiment avec des gens qui ont parfois 10, 20, 30 ans de carrière derrière eux. Et là, pour le coup, il y a un vrai énorme manque de politique publique. Enfin, la question de la formation dans la transition du bâtiment, la formation au métier du bâtiment de demain, rénovation, etc., on est à 0 presque en ce moment. Mais voilà, c'est pas un sujet très sexy, donc c'est clairement pas en tête des priorités, quoi. Si je rajoute un point sur le sujet de l'agriculture, c'est assez frappant parce que les agriculteurs que j'ai rencontrés là il y a quelques jours en Martinique et en Guadeloupe plaident pour une agriculture bio et se disent en fait empêchés par les grands groupes de faire. Donc est-ce qu'il y a suffisamment de sanctions envers ces grands groupes? Est-ce qu'il y a suffisamment de contrôles? Dans le secteur de la pêche à Sainte-Rose en Guadeloupe, ça a été un vrai sujet, des contrôles auprès de ces grands bateaux chinois qui raflent tout et qui empêchent les jeunes de pêcher au bord du littoral, et qui, malgré les lycées agricoles qui existent, lorsqu'ils ne sont pas passés par ces filières traditionnelles, ne sont pas formés et se retrouvent avec des embarcations souvent vieillottes parce que la flotte n'est pas renouvelée, etc. Donc, pour les autres secteurs, je ne sais pas vraiment, mais pour le secteur agricole et pour le secteur de la pêche, ça fait écho à ce que dit Com sur le manque de formation que j'ai beaucoup entendu, le manque d'accompagnement pour l'installation.
Et il y a eu un autre sujet sur l'accompagnement d'un point de vue administratif et des lourdeurs administratives qui existent lors de l'installation et même après, pendant l'activité. Et puis ensuite, la pratique. La pratique dans la consommation quotidienne et la sensibilisation. Et je pense que l'éducation nationale a un grand rôle là-dedans, parce que ces personnes que j'ai rencontrées, autant côté agriculture que pêche, font des interventions dans les écoles, là où pour moi ça devrait être le rôle de l'éducation nationale, par exemple, et que ce soit plus ancré dans les programmes. Vous, dans vos expertises, chacun et chacune, est-ce qu'il y a des questions, là on a fait des questions un peu drôles, mais est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous êtes vraiment confrontés, enfin, on vient vraiment vous titiller régulièrement, et comment est-ce que vous y répondez justement sur ce lien entre écologie et justice sociale? Est-ce qu'il y a un espèce de truc qu'on vous sert systématiquement au dessert et pour lequel vous avez une réponse qui pourrait nous éclairer? Tonton Bernard, il dit quoi? Tonton Bernard. Je réfléchis à ce que dit Tonton Bernard. T'en as un, Tonton Bernard? Non. Non, enfin, ça dépend. Il y a soit côté écologiste, soit côté Tonton Bernard. Tonton Bernard, il a envie de continuer à manger son steak. Clairement. Il n'y a pas le lien qui est fait entre le sujet de la déforestation, de l'élevage intensif, etc. et toute la dimension écologique. C'est difficile à la confronter à toute la dimension culturelle. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut vraiment y travailler. Et puis après, c'est plutôt tout ce qui tournait au moment de la pétition sur la taxe carbone. J'avais souvent été accusé d'être anti-écologie. Et d'ailleurs, le ministre de la Transition écologique avait dit à la télé, c'est la pétition des Gilets jaunes contre celle des Gilets verts, parce qu'au même moment, il y avait l'affaire du siècle, avec la pétition qui mobilisait autour de l'action en justice contre l'État pour une action climatique. Et donc c'est vraiment compliqué parce que comment faire comprendre que c'est important de lier les questions sociales aux questions écologiques? Bon, là, on y est. Donc le débat est là et je pense que c'est plus à démontrer. Mais c'est vrai que ça a été compliqué au début. C'est souvent ce qu'on me disait, que si tu veux pas de taxes, c'est que tu es anti-écologique, alors que c'était pas le cas. Là, on l'a vu comme récemment avec la crise agricole, avec une forte mobilisation des agriculteurs contre notamment les normes environnementales. Enfin, alors que par ailleurs, les agriculteurs gagnent très mal leur vie, qu'un ménage agricole sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté, qu'il y a 2 suicides d'agriculture chaque jour. On était à 1 tous les 2 jours il y a une dizaine d'années, donc on a quand même multiplié par 4. Qu'il y a 3 maladies professionnelles qui ont été reconnues en lien avec les pesticides. Et pourtant, la FNSEA, donc le syndicat majoritaire des agriculteurs, a vraiment orchestré une grande manifestation il y a quelques semaines, et les normes environnementales étaient quand même pointées du doigt. C'était en tout cas ça, puis il y avait aussi la taxe sur le carburant. Comment est-ce qu'on arrive en fait à réconcilier, enfin, sur chaque profession, toi tu l'avais fait avec les Gilets jaunes, mais comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre que c'est un combat commun, et comment est-ce qu'on va vers ces publics en colère finalement, parce que la fin de mois est beaucoup trop difficile? Je pense qu'il va y avoir un sujet vraiment de priorisation. Tu as évoqué la question du gazole, enfin du carburant, donc du gazole non routier. Du rouge, comme on dit. Voilà, rouge. Vous avez suivi un petit peu ce sujet-là, le gazole non routier, le fait que c'est pas taxé ou très peu taxé. Et donc pour des raisons écolo, on va dire non, il faut taxer ce GNR. Parce que en fait c'est une subvention aux énergies fossiles. Donc dans les rapports d'ONG très anti-pétrole, etc., vous allez voir que les subventions aux énergies fossiles sont de temps. Là-dedans, il y a notamment la subvention publique, donc la réduction, la niche fiscale qui correspond à ce gazole non routier. Et donc, ça fait des années qu'il y a ce débat entre, d'une part, les syndicats agricoles qui disent non, on ne peut pas en fait aligner la taxe sur le gazole non routier et sur celle de l'essence, par exemple, ou du diesel, et de l'autre, les écolos, je caricature volontairement, hein, et deux autres écolos qui disent sinon c'est une subvention aux énergies fossiles. Je pense typiquement que ce genre de questions, on est vraiment au cœur du sujet. Et pourquoi j'ai commencé à parler de ça en disant c'est une question de priorisation, c'est qu'à côté de ce sujet, par exemple, le kérosène n'est pas taxé, ou très peu.
La niche fiscale du kérosène et des billets d'avion, les deux mis ensemble, c'est à peu près 4,5 milliards d'euros en 2022. La niche fiscale du gazole non routier, celui qui est utilisé par les agricultrices et agriculteurs pour produire l'alimentation de ce pays et l'exporter, c'est 1,7 milliard d'euros. Il y a 3 milliards d'euros de différence. Donc quand on met l'un à côté de l'autre, d'un côté, donc cette détaxe pour l'aviation, etc., on sait qu'une personne, enfin, c'est une minorité en fait de gens qui utilisent l'avion, etc. Quand on voit à qui ça sert, et de l'autre côté, c'est la subvention au carburant agricole, on se dit, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. Donc je pense qu'il y a tout un tas de sujets dans la question agricole. Il y a les accords de libre-échange, il y a, on pourra en citer 50, les maladies professionnelles, etc. Mais typiquement sur la question du carburant, je trouve qu'on voit qu'en fait on ne peut pas penser la question agricole toute seule. Il faut la voir par rapport aux autres. Et par rapport aux autres, en l'occurrence sur le carburant, c'est une absurdité de commencer par là. Oui, j'ajouterais que je suicide le plus, si je fais vite. À leur place, j'aurais vraiment pas arrêté de me mobiliser, vraiment. Parce qu'à partir du moment où on crève de son métier, c'est que, voilà, au bout d'un moment, la sonnette d'alarme, elle devrait être beaucoup plus entendue par le gouvernement. C'est quand même assez anormal que ce soit les personnes qui nous nourrissent qui sont victimes de la concurrence déloyale parce que dans d'autres pays, ils sont pas soumis aux mêmes normes. Et c'est assez catastrophique de se dire qu'on laisse des agriculteurs mourir de leur travail. Et ensuite, qui tombent malades et qui sont les premiers impactés par la manipulation des pesticides, par exemple. Il y en a qui disent on est conscient de ça, on est malade, mais on doit quand même les utiliser parce qu'ailleurs ils utilisent et que nous, ensuite, on n'est pas compétitifs. Et sur le sujet de la taxe, c'est pareil, c'est le même sujet que la taxe carbone, c'est où sont les alternatives pour ces personnes. Donc oui, ça subventionne les énergies fossiles, mais alors qu'est-ce qu'on leur propose? Et du coup, je reviens au sujet de la démocratie. Pour moi, il faut repenser le modèle agricole, il faut les mettre autour de la table pour le repenser avec les agriculteurs, vraiment. Parce qu'il y a des moyens de faire autrement, parce qu'il y a des moyens de consommer différemment, et je pense que si tous les acteurs sont mis autour de la table, ça pourrait changer. C'est quand même, pourquoi je dis que j'aurais pas lâché à leur place? Parce qu'on a quand même que 6 enseignes en France qui captent plus de 90% du marché alimentaire, alors que c'est eux qui nous nourrissent, les agriculteurs. C'est vraiment inadmissible qu'ils en meurent, alors qu'ils sont vraiment à la base de tout ça. Donc c'est assez triste parce qu'ils sont retournés à leurs exploitations, mais que ça ne va pas s'arranger. La politique agricole commune, elle n'est pas adaptée à leur situation. Et c'est vrai dans d'autres pays d'Europe aussi. Donc c'est très révoltant comme sujet. Et les agriculteurs que j'ai rencontrés en Martinique et en Guadeloupe, en fait, font la promotion de l'agriculture saine et biologique et font de la sensibilisation. Et je pense que c'est important que les personnes qui arrivent à mettre en place ces modèles-là et qui font face parce qu'il y a une monoculture intensive de la banane, de la canne à sucre et du melon qui s'installe sur des terres déjà dont il y a déjà des propriétaires qui sont là et qui font des choses de manière naturelle, mais qui s'imposent avec l'aide de grands groupes, etc. Et ça, ce sont des violences environnementales qui ne sont pas sanctionnées. Et d'ailleurs, je suis contente que Marie Toussaint, au Parlement, a réussi à faire que le crime environnemental soit reconnu par le Parlement européen. Mais voilà, le chemin sera long parce que le temps que la France mette en place ce dispositif-là, les États membres ont 2 ans pour le mettre en place, mais tant que les écocides ne seront pas sanctionnés, ce sera difficile aussi pour d'autres de se mettre autour de la table pour repenser un modèle dès lors que d'autres sans impunité s'installent et font n'importe quoi. Tu parles beaucoup de démocratie, et toi comme tu en as parlé aussi, c'est-à-dire qu'en fait comme les choses sont traitées en silo, finalement on a du mal à avoir cette vue globale, et c'est ce qui permettrait de faire des bons arbitrages, en tout cas les arbitrages sans doute les plus justes. Est-ce qu'il y a, tu as parlé tout à l'heure de la Convention citoyenne pour le climat, est-ce qu'il commence à émerger des structures démocratiques qui permettraient de réconcilier écologie et justice sociale? Qu'est-ce qu'on a testé? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je vais faire un premier bout de réponse, mais grâce à Priscilla, du coup, moi j'ai eu la chance d'assister à la Convention citoyenne pour le climat de A à Z, puisque j'étais reporter dessus. Ce qui était hyper intéressant dans ce processus. Tout le monde est au jus sur la Convention citoyenne, ou on en dit 3 mots? Bon, vas-y, dis peut-être 3 mots, tu vois. D'où c'est. 3 mots. Ouais. Combien de personnes? 150 150 personnes voilà. tirées au sort un peu partout en France avec des critères de sélection bien précis, sexe, provenance géographique, CSP, métier, âge, etc.
et qui ont eu 6 mois, enfin 6 sessions de 2 jours, dans mes souvenirs ça a été un peu prolongé, mais pour répondre à la question comment atteindre, c'était quoi, 40% de réduction en 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale. Donc l'équation de base... 40% de baisse de gaz à effet de serre. De baisse de gaz à effet de serre, ouais, exactement. Donc l'équation de base à laquelle devait répondre la Convention citoyenne, c'était vraiment c'était celle-là, quoi, avec quelques chiffres, mais voilà. Et effectivement, ce qui était hyper intéressant et très inquiétant, en fait, tout du long de cette convention, c'est précisément ce qu'a dit Priscilla au tout début, c'est l'articulation avec le pouvoir représentatif. Parce que c'est un peu là que tout se passe, en fait. Le doigt qui va appuyer sur le bouton de « OK, on fait effectivement passer ça dans le droit », c'est là que tout se joue. Parce que le processus en lui-même, c'est hyper bien déroulé. La Convention citoyenne, les choix des experts, les conférences, la façon dont les gens ont pu changer d'avis, vraiment débattre, exclure certains sujets. Moi, je me souviens du débat sur... est-ce qu'il faut passer des 35 heures aux 32 heures? Ça a explosé dans l'hémicycle. On a dit, OK, non, ça, on ne va pas en parler. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir ça. Enfin, c'était vraiment un exercice démocratique complètement unique. Voilà. Par contre, tout le monde, pardon pour l'expression, mais serrait un peu les fesses au moment où, voilà, il y avait le rapport, 150 propositions. Puis Macron arrive, dit, oui, on va faire 3 jokers. Puis après, les députés arrivent, ah oui, on va faire ci, ça. Après, les ministères repassent dessus, les juristes et tout. Et à la fin, il y a ce qu'il y a eu, c'est-à-dire quand même beaucoup moins ou rien, voilà, que ce qui était prévu au départ. Et pourtant, c'est pas grave, parce que c'est vraiment un précédent qui a marqué les esprits, à tel point qu'on est en train de réitérer ces conventions pour la fin de vie, pour d'autres sujets, il y en aura sûrement. Ça a forcé un peu la CNDP à réimaginer aussi la façon dont ils faisaient des consultations publiques à grande échelle, le CESE aussi. La Commission nationale du débat public. Et tout, voilà. Déroule la Commission nationale du débat public. Et en fait, tout ce processus-là, il est hyper intéressant, précisément pour retrouver de la transversalité dans la façon dont on adresse les politiques publiques. C'est-à-dire que peut-être le seul défaut de la Convention citoyenne pour le climat, c'est de s'être arrêté au climat. Alors il y avait les enjeux sociaux, mais on aurait pu peut-être tirer encore plus loin. Mais après, vous allez dire, ça devient compliqué, vous aurez raison, mais en tout cas, ça ouvre vraiment un nouveau champ politique à explorer. Et je ne sais plus la question, mais en tout cas, je suis enthousiaste. Oui. Non, mais est-ce qu'il y a des instances justement démocratiques qui permettent de réconcilier écologie et justice sociale? Donc on avait cet exemple-là, donc imparfait quant à sa mise en œuvre, mais plutôt assez bien fichu quant à son dispositif initial. Et oui, pour compléter je dirais que ce qui est intéressant, pour relier aussi au sujet de la formation et de la sensibilisation, ce qui est intéressant, c'est ce que les personnes qui ont été tirées au sort ont dit. Elle disait, moi, ça m'a permis d'en parler en famille, d'avoir des arguments, de pouvoir entendre différents points de vue. Ils ont eu aussi la possibilité de choisir les personnes qui voulaient auditionner et de dire, en fait, j'ai quand même été beaucoup plus sensibilisée que ce que j'aurais pu avoir, enfin, ce qui aurait été si j'avais pas été intégrée dans ce dispositif. Donc, c'est vrai qu'à la fin, il n'y a pas eu le résultat escompté, mais que ce que ça veut dire, c'est que quand même, quand on explique aux gens, ils comprennent. Contrairement à ce que... c'est-à-dire qu'en fait, une personne éclairée est capable de prendre les bonnes décisions. Exactement. Et c'est pas ce qu'avait dit Emmanuel Macron au début du mouvement des Gilets jaunes sur la taxe carbone. Il avait dit que les Français comprennent pas ce que c'est parce qu'ils sont bêtes. Je caricature. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Alors que là, ça a démontré que quand on outille les gens et qu'on leur donne des informations, qu'ils sont capables effectivement de se faire une opinion. Et donc... Non, tu voulais ? Et donc oui, je trouve que des dispositifs-là, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je pense que ça va reproduire sur le sujet de l'agriculture. Parce que c'est un gros sujet, mais pas que. Pour des exemples alors, c'est pas tellement le même format que la Convention citoyenne, mais je pourrais citer 2 organisations qui, en tout cas, essayent de faire émerger ces sujets-là de manière plus populaire, entre guillemets. Il y a une organisation qui s'appelle les Nouvelles Voix, qui justement donne la parole à différentes personnes à travers un programme qui dure, je ne sais pas combien de temps exactement, mais en tous les cas, ils sont pareils, outillés, rencontrent du monde, etc. Et ils se font leur propre avis sur les différents intervenants et intervenantes. Et on fait émerger leur façon de travailler, parce qu'on a des personnes qui travaillent dans l'agriculture, d'autres qui sont sur d'autres sujets, etc. Et donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que cette initiative, elle est née d'une autre qui consistait à décortiquer la manière dont le débat public parle du climat. Moi, j'ai travaillé avec une organisation qui s'appelle Destin commun, qui travaille sur ce qui unit les Français et ce qui les divise. Hyper intéressant. Aller regarder leurs études, c'est très éclairant sur... Carrément, ouais. Et puis en plus, à chaque crise, entre guillemets, ils interrogent des gens, ils font ce qu'on appelle des focus group et ils prennent le temps d'écouter et de restituer les opinions. C'est un peu une capture d'écran d'une opinion en temps de crise. Et donc c'est très intéressant. Et ce qui est ressorti de nos discussions en 2020-2021, c'était de dire qu'en fait, voilà, les discours sont très culpabilisants, etc. Donc on a fait pas mal de tests, on a beaucoup discuté de ça.
tout le cheminement a donné naissance à Parlons Climat, qui sont des formations qui sont dispensées à Nouvelle Voix, qui est justement la structure qui fait émerger donc des voix sur différents sujets liés à l'écologie pour permettre de faire entendre au public d'autres façons de parler de l'écologie. Et puis il y a Banlieue Climat aussi, qui fait de la sensibilisation et de la formation auprès des étudiants, ou plutôt des lycéens, des collégiens, pour qu'aussi cette parole, que les jeunes puissent aussi s'approprier leur manière de parler de l'écologie et puissent se rendre compte qu'en fait, parfois, ils en font au quotidien. Je souris parce qu'on a dans la salle des gens qui sont proches de le climat et chez Make Sense, on a aussi un programme qui s'appelle Transition Juste où on va du coup sensibiliser les jeunes aux questions climatiques et surtout les impliquer pour trouver des solutions sur leur territoire. Tout à l'heure, quand on a posé la question, vous préférez fermer une usine à charbon et licencier 500 personnes. Il y a une commune en fait qui a eu à vivre vraiment cette question-là, qui s'appelle Los Angoel, qui est un village de 7000 habitants dans le Nord-Pas-de-Calais et qui a été sinistré par la fermeture des houlières en 1990. Et dans ce village, en fait, il y a des Carons, donc c'est des mères de père en fils depuis 40 ans, et qui ont réussi en fait à faire cette transition. Et je vous propose qu'on regarde et puis qu'on en discute après. On a arrêté les pesticides il y a déjà très longtemps. On a replanté des vergers d'espèces régionales, de pommes, de poires. Et aujourd'hui, les gens font de l'échange de confitures parce qu'il y a plein de fruits qui sont produits gratuitement. Alors là, on est sur les terris du 11-19, qui sont les plus hauts terris d'Europe, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Le terri, c'est un marqueur identitaire qui fait la fierté, surtout que maintenant c'est patrimoine mondial, mais qui nous permet aussi de tourner la page du charbon d'une certaine manière. Au début, c'était incompris complètement. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'ils veulent garder les terris? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a fait du land art, c'est-à-dire de l'art du paysage. On a fait des grandes décorations. On a fait le cœur de la région Nord-Pas-de-Calais sur une des pentes du terri. Et c'était le début de ce que moi j'appelle un changement de lunettes, un changement de représentation. On ne regardait plus le terri comme étant la honte du Nord. On disait, mais finalement, le terri, c'est un monument, c'est nos pyramides à nous. Et or, on a été construit par le charbon. Donc, c'est quoi notre projet de ville une fois que le charbon est parti? Et pendant un an et demi, on a projeté notre vision de la ville. Et par exemple, les logements miniers coûtaient extrêmement cher en charbon parce que c'est des passoires énergétiques. Avant, le charbon était gratuit. Donc, on s'est dit, l'éco-construction, construire des logements étanches et autonomes, c'est stratégique. Autre exemple, la qualité de l'eau était complètement pourrie, les nappes phréatiques polluées. Tout ce qui est récupération des eaux de pluie, on va le considérer comme stratégique. Et depuis 15 ans, on ne consomme plus un seul mètre cube d'eau pour les services de la ville. Tout vient de nos cuves de récupération. Donc au début, c'était des petites expérimentations. On était l'archétype du développement non durable ici. Chacune de ces expériences-là, elle fait apparaître une vision de la ville durable. Donc c'est un long chemin qui nous a amené à ce qu'aujourd'hui on soit considéré comme l'exemple de la ville en transition. Donc ça, c'est un exemple qu'on aime bien. Et puis il y a du monde qui va à Los Angeles, qui était d'un village que personne ne fréquentait avant. C'est un exemple que tu aimes bien, comme tu peux développer, nous raconter d'autres choses. Là, c'est vraiment un micro-extrait de ce qui s'y passe. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a plein de coupes, parce qu'il est impossible à interviewer. Parce qu'il fait des phrases super... Enfin bref. J'ai mis une vidéo de lui de 5 minutes sur Instagram avec plus de 70 coupes. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça n'a pas du tout marché. Mais... oui, et puis il a peur de la caméra. Du coup, il ne fait pas ses vannes habituelles. Mais il dit souvent un truc. Il en a parlé un peu. Il a dit on a mis des poiriers partout, etc. sur les anciennes friches. Et on a fait des confitures. Et il aime bien dire, avant les maires avaient des pots de vin, maintenant ils ont des pots de confiture. C'est sa façon à lui de... Voilà. Enfin bon, bref, du coup il est très drôle. Effectivement, je trouve que c'est vraiment un exemple parfait. Il part quand même d'un territoire qui est très très compliqué d'un point de vue social, économique, etc. Énormément de chômage, beaucoup d'alcoolisme, plein de violence. Enfin vraiment, c'était compliqué au départ. Et maintenant c'est devenu un modèle.
un modèle dont on parle largement au-delà des frontières de la France. Enfin, on en parle un peu partout en Europe. Et il arrive vraiment à articuler comme ça le développement économique et social. Donc, si vous avez l'occasion de regarder des reportages sur lui, sa biographie va sortir bientôt. J'ai voulu l'écrire, on m'est passé devant. Voilà. Faites-le parce que c'est vraiment pour moi un exemple absolu. Et comment est-ce qu'il a réussi à mettre les habitants autour de la table? Comment il a construit cette transition? Alors, il a plein de concepts. Notamment, il a le concept du 50-50. Le principe, c'est de dire on est pauvre. Voilà, ça c'est le constat de base. Ça sert à rien d'épiloguer, ça sert à rien d'essayer d'aller toquer à la porte de la région. On sait qu'on va se prendre un mur. Bon. Et partant de ça, il s'est dit on va demander en fait aux citoyens de faire 50%. Un exemple très concret, l'entretien des comment on appelle ça, les chemins agricoles, c'est ça, je crois, coûte extrêmement cher aux communes. Il faut remettre des graviers, etc. À chaque pluie, ça se décompose. Bon. Et bien, il a fait un deal avec les agriculteurs qui prennent en charge une partie de l'entretien de ces chemins, alors que normalement c'est la collectivité qui paye une entreprise pour le faire. Et en fait, ça a un double effet positif. D'une part, bon, ça coûte un peu moins cher parce que les agriculteurs mettent quelque part la main à la pâte sur le sujet. Et en plus, comme c'est eux qui l'ont fait, eh ben, ils sont vachement plus garants, disons, de l'intégrité de ces chemins à long terme. Ça leur donne en fait envie de prendre soin. Et pareil pour des jardinières en ville, pareil pour les jardins collectifs, pareil pour plein de choses. En fait, il est un peu délégué à différents groupes de citoyens après avoir construit avec eux cette stratégie-là. Et je trouve que voilà, il est innovant. Là, je vous donne un outil, donc le 50-50, et il y en a un tas d'autres qui visent à chaque fois à intégrer et à faire avec. Priscilla, c'est un exemple que tu connais ou est-ce que tu en as un autre dans le même genre que tu as envie de nous partager? Non, je ne connais pas, mais j'ai pris de l'avance parce que je vous ai parlé de ma visite en Martinique et en Guadeloupe sur les agroforesteries qui s'appelle Guadeloupe Forever côté Guadeloupe, au Moule, et côté Morne Rouge en Martinique. Donc c'est le petit cocotier, je vous invite à aller regarder ce qu'ils font. Ils ont une magnifique vanilleraie côté Martinique, et c'est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que justement ils ont des méthodes qu'ils ont développées sans pesticides et qui les ont amenés en fait à apprendre à mieux connaître les plantes, leur usage et leur utilité lorsqu'ils plantent tel ou tel légume ou tel fruit et l'action de telle ou telle plante sur telle ou telle parcelle. Et donc c'est vraiment intéressant. Alors c'est ouvert au public et donc on peut aller visiter et se renseigner et apprendre de ces méthodes-là. Mais voilà, quand je dis qu'il faut qu'il y ait des acteurs autour de la table, c'est important que ces personnes-là soient aussi autour de la table parce qu'en fait elles feraient peut-être aussi pas moins peur, mais elle rassurait peut-être les agriculteurs qui sont ultra dépendants de méthodes traditionnelles, peut-être pas traditionnelles au sens noble, mais conventionnelles, on va dire, et qui, dans un partage de compétences et de savoir-faire, pourraient reproduire, en tout cas tester. J'ai l'impression que voilà, si ça fait écho, c'est qu'ils partagent beaucoup leur expérience, et je pense que c'est ce qui fait que ça peut sensibiliser d'autres exploitants aux alentours qui pourront reproduire, même à échelle, même temporairement, même sur une petite parcelle, peu importe. Mais l'idée, c'est peut-être de dire, en fait, si jamais nous, on a des méthodes qui fonctionnent, partager avec le voisin, c'est faire que, d'un point de vue culturel, les méthodes changent. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller regarder leur travail. Et on le regarde où leur travail? Sur les réseaux. Ils sont sur tous les réseaux, en réalité. Mais sinon, si c'est sur Internet, c'est vous tapez le comptoir local ou Guadeloupe Forever. Et côté Martinique, le petit cocotier. Okay. Il y a une autre collectivité aussi qui a fait un énorme travail en écologie sociale qui s'appelle Grande Sainte. Ça va être après Baloma. Et pareil, il y a un documentaire que je vous invite à regarder qui s'appelle Grande Sainte. Et donc le maire en fait a passé toutes les cantines au bio à réinstaller des agriculteurs sur place, à construire des logements basse consommation, etc. Enfin, et donc tout ça c'est fait par des choix politiques en fait d'allouer les ressources publiques à un endroit plutôt qu'à un autre. Et souvent c'est quand même la puissance publique en tout cas l'échelle territoriale est une bonne échelle pour réconcilier écologie et justice sociale. Et donc, on va prendre un autre exemple maintenant à Marseille, cette fois. Donc, on descend dans le sud, dans les quartiers nord. Et c'est l'Après-M. C'est un ancien McDo qui a été repris par ses salariés pendant le confinement. Donc, un McDo qui allait fermer. Et là, donc, les salariés se mobilisent pour en faire autre chose. Et je vous invite à regarder ce qu'est cette autre chose. On dirait une soucoupe volante.
Un ovni, c'est la star de l'APM, j'ai l'impression, donc je me languis de le goûter là. Ah ça c'est l'ovni. Waouh, on dirait un ovni, on dirait une soucoupe volante. Ah oui, il est très beau celui-là. On voit les tomates, on voit la salade fraîche. Ah ben vas-y, allez, ça va parler demain celui-là. 10 sur 10. Pas autant. Bon appétit. Vous allez rentrer dans un restaurant ici qui va ressembler pratiquement à tous les autres restaurants. Mais tous les bénéfices seront attribués à l'entraide, c'est-à-dire à la distribution alimentaire. C'est exactement 4000 familles qui sont enregistrées chez nous. C'est tous les lundis matins, encore aujourd'hui, 500 familles qui viennent chercher des colis alimentaires. Pour l'instant, c'est sans soutien public. Et donc, on avait besoin d'un moyen autonome pour les nourrir. Et heureusement que nous avions un outil formidable qui est ce restaurant qui est derrière moi. Là, ce qu'on voit, on voit que c'est des dons. Donc, on a pu recevoir des fruits. Nous partons de quelque chose qui est de la distribution alimentaire pour ensuite être dans l'économique et dans l'insertion et en même temps montrer que dans les quartiers nord, on est aussi capable, dans les quartiers populaires, de participer à la transition écologique. Bon, ça, c'est un exemple qu'on aime bien. En plus, c'était vraiment, ça a commencé vraiment pendant le confinement. Donc, ce McDo qui va fermer, les salariés qui disent c'est vraiment dommage d'avoir cet espace de production. Et donc, il devient d'abord un lieu de solidarité alimentaire. Et puis après, qui recrée une activité économique qui va pouvoir nourrir le côté solidaire. Et en même temps, c'est McDo, donc c'est quand même assez drôle en termes de symbole. Vous l'aimez bien aussi, vous, cet exemple? Est-ce qu'il vous parle? Merci, Com. Oui, j'aime beaucoup cet exemple. J'espère que ça fonctionne bien parce que le contexte dans lequel ils sont créés, crise sanitaire et compagnie, c'est pas facile. Et qui trouveront leur modèle entre guillemets économique parce que c'est une mission d'intérêt général et ça envoie aussi un message sur tout ce qui tourne autour des polémiques sur les grands groupes comme McDo, etc. Et ça part d'abord d'un combat militant d'un salarié et d'un ex-salarié. Donc ça montre aussi le parcours d'engagement que peut avoir une personne lorsqu'elle est confrontée à une difficulté, qu'elle lance une mobilisation locale, qu'elle se bat face à un géant et qui ensuite décide de retourner un peu la situation contre la personne qui l'oppresse ou contre les personnes qui l'oppressent. Et donc c'est un bel exemple militant. Ça m'a fait penser à une organisation à Mayotte qui s'appelle Yes We Canettes, qui recycle les canettes, vous vous en doutez, du coup. Et les personnes qui leur apportent des canettes peuvent en fait convertir leur contribution en des bons, puisque l'organisation a créé une épicerie. Et donc ils peuvent acheter de la nourriture à moindre coût en ayant ce geste écologique. Et ils font aussi la sensibilisation auprès des écoles. Donc ça m'a évoqué ça en tout cas, et je trouve ça plutôt cool. Je ne connaissais pas l'exemple et je trouve qu'il y a deux aspects du modèle qui sont hyper intéressants. C'est une coopérative maintenant, c'est ça? Enfin, les salariés possèdent leur... voilà. Ça, c'est hyper bénéfique, bon, évidemment d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue de partage de la responsabilité. Typiquement, on voit très bien qu'en termes de gestion de l'impact environnemental de la boîte, vu que c'est eux qui travaillent dedans, qui voient directement l'impact, en fait, ça va beaucoup plus vite que quand c'est des actionnaires qui prennent les décisions, ils voient rien, et puis une fois par an, ils disent « Ah, ça a amené combien? Oui, on va mettre un lombricompost, ça leur fait plaisir. » Enfin, la connexion avec le terrain n'est pas du tout la même, et je pense que ce genre de modèle a vraiment un énorme avenir.
Et l'autre aspect, c'est aussi quand les bénéfices sont utilisés pour irriguer en fait le territoire sous forme de, c'était des paniers, c'est ça, oui, c'est ça en fait. ouais. Oui. Mais ça, c'est aussi des modèles qui commencent à essaimer en fait un peu partout. Je vous conseille le bouquin qui s'appelle L'économie hyper locale, qui est un livre qui est sorti en janvier 2024 et qui donne plein de nouveaux modèles d'entreprises comme ça. Et très souvent, c'est des femmes entrepreneurs qui utilisent les bénéfices non pas pour faire de la croissance à 2 chiffres pendant 10 ans et espérer être à la tête d'une holding à 40 ans, mais qui, dès le départ, choisissent de plafonner la croissance de l'entreprise jusqu'à un certain niveau et ensuite de absolument tout réinvestir dans l'irrigation du territoire. Et donc de faire, pourquoi pas, sur une partie du foncier de l'entreprise, de la permaculture, de faire des ponts avec les écoles locales, en gros, remplir tout un tas de services écosystémiques. Et en fait, ces femmes-là ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie régénérative et qui permet à plein d'acteurs, notamment parisiens, de se remplir les poches à coups de formation, etc. Mais en fait, ce concept-là existe depuis un bon moment. Il a été rebrandé, mais il existe depuis un bon moment et je trouve que ça, c'est une bonne illustration de ça. Et dans la même veine, il y avait 1336, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, donc c'est dans la Drôme, si je ne dis pas de bêtises, ou en Ardèche, donc une usine d'Unilever qui va fermer, donc ils faisaient du thé. Et pareil, les salariés se mobilisent pendant 1336 jours et créent donc au départ Fralib. Et maintenant, il y a des tisanes, il y a du thé 1336 qu'on trouve un petit peu partout. Et c'est assez chouette et c'est assez, je trouve, revigorant de voir que quelle que soit son échelle, donc soit une échelle démocratique et on est citoyen, on peut se mobiliser, soit une échelle de salariés au sein de son entreprise. Enfin, il y a quand même des choses qui bougent et contre des géants, enfin la McDo, Unilever. Donc, bon, il y a moyen il y a de l'espoir, voilà. Puisqu'il y a de l'espoir, ça ne fait pas du tout une transition, ça, mais je vais donc vous passer la parole. Si vous avez des questions, si vous voulez rebondir ou des expériences à partager, je me déplace dans la salle. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, il y a un sujet, quand j'entends justice sociale et écologique, qui, je trouve, est vraiment d'actualité aujourd'hui, c'est sur les logements. Parce qu'on est en plein débat sur le zéro artificialisation nette, sur le fait qu'il faut moins s'étendre, il faut avoir des villes qui soient plus denses. Et en même temps, on va avoir du coup des associations environnementales qui vont nous dire qu'il faut pas construire parce qu'il faut suivre ce ZAN. Il faut aussi éviter de construire trop en ville pour garder de la nature. Et de l'autre côté, on a en France aujourd'hui une énorme crise du logement avec des personnes qui sont à la rue. Et en parlant souvent avec des associations environnementales, moi, des fois, je suis un peu déçue parce que je me rends compte que cette question sociale, elle n'est pas du tout là, parce que les associations locales de protection de l'environnement, c'est souvent des personnes retraitées, propriétaires, qui veulent protéger les jardins à côté de chez eux. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce que vous disiez sur le fait qu'il faut créer des instances de débat où on puisse se parler, parce que ces personnes-là vont se rendre compte de la misère et du besoin de créer des logements seulement si elles sont mises en contact avec ces autres personnes qui sont représentées nulle part en fait dans les instances démocratiques. C'est à vous. J'ai envie de dire que vous avez fait la question et la réponse. Mais je suis d'accord en tout cas avec ce que vous avez dit. Je pense pour moi, il n'y a pas de secret sur le fait de connaître la réalité des uns et des autres et qu'on pond des mesures complètement déconnectées de la réalité de vie des gens si on ne parle pas aux gens concernés. Donc je suis assez d'accord avec ça. J'ajouterais un point, c'est que pour moi, il y a un doute sur la corrélation directe, enfin la connexion directe entre la crise du logement et le besoin de construction du neuf. Où pour moi, il y a aussi une énorme question de logements vides, de résidences secondaires, tertiaires, etc. Enfin, il y a un nombre de logements vides, ne serait-ce qu'à Paris, qui est invraisemblable. Et ça, pour l'adresser, c'est compliqué. Parce que comment on fait quand on a un appartement de 250 mètres carrés dans le 12e arrondissement? Est-ce qu'il faut le redécouper en morceaux? Je ne sais pas. Mais il y a aussi ce sujet-là à adresser qui est assez compliqué. Nous, il y a une initiative qu'on accompagne chez Make Sense, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle les Bureaux du Cœur. Et en fait, qui consiste à loger des personnes sans abri dans des établissements culturels ou des établissements publics qui, en fait, la nuit sont qui ont des gardiens et qui sont chauffés. Et donc, du coup, à la Gaîté Lyrique, on va faire ça prochainement. Donc, c'est aussi
effectivement, il y a ces locaux qui sont vacants tout le temps et ces locaux qui sont vacants une partie de la journée ou de la nuit qu'on pourrait aussi réattribuer avec plus d'agilité, quoi. Bonsoir, alors j'ai trouvé ça super intéressant, votre conférence et ce que vous nous avez expliqué et raconté. Par contre, j'ai très peu entendu parler de l'Europe. Et je sais que donc moi, j'habite à Berlin, j'ai grandi en Allemagne, je suis ingénieur depuis 14 ans, j'ai fait Centrale Lille. Je suis dans le photovoltaïque depuis 14 ans quasiment, j'ai fait de l'ONG, j'ai fait de la start-up, je suis très européen. Je vois que tous mes amis français sont assez critiques au niveau de l'Europe. Spécialement dans les domaines un peu gauchistes, genre Mélenchon, tout ça, on sort de l'Europe parce que l'Europe, elle sert à rien. Le droit européen est au-dessus du droit national. Et il y a plein de super initiatives à l'international européenne, que ce soit Allemagne, des petits pays aussi, on n'en parle pas assez. Il y a plein de petits pays qui ont justement plein d'idées, je pense. Et à quel niveau est-ce que ça pourrait être une solution pour la crise démocratique dont vous avez parlé? Ou la crise en général, voilà, sociale, comment est-ce qu'on pourrait... À quel niveau est-ce que l'Europe pourrait être une solution? Je peux? Oui. J'avais commencé à répondre en fait, sur l'aspect écologique de l'Europe. Enfin, là, on rentre dans un sujet peut-être un peu politique, mais l'idée de sortir de l'Europe ou de transformer complètement la façon dont on s'intègre à l'Europe, pour moi, n'est pas compatible avec le temps de la transition. Donc, c'est même pas une option que j'envisage, en fait. Pour moi, c'est faire avec là le cadre existant. Et le cadre existant, jusqu'à très récemment, a été très moteur, en fait, sur l'aspect du Green Deal. Il y a quand même eu une bonne trentaine de textes qui ont été adoptés. C'est que dans les derniers mois que c'est complètement parti en sucette avec la régulation Euro 7, etc., le glyphosate. Bon, il y a eu effectivement beaucoup de grosses déceptions. Mais entre 2019 et début 2023, ça a été une avancée fulgurante européenne. Et je suis assez d'accord avec vous sur le fait que c'est dommage de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain en mode c'est la faute à l'Europe. Surtout qu'à partir du moment où on est dans un marché intégré, en fait, c'est juste complètement impossible en France d'imaginer être tout d'un coup les super bons élèves, précisément d'ailleurs pour les questions sociales. Enfin, ça deviendra impossible à faire nous tout seuls. Par contre, ce qui est regrettable, c'est de voir que l'influence politique française en Europe, qui est réelle, qui est forte, qui est plus forte que la moyenne des pays européens, est utilisée à mauvais escient. Et typiquement sur le glyphosate, typiquement sur les accords de libre-échange, notamment avec le Mercosur, où on voit qu'il n'y a rien qui est fait à l'échelle de ce qu'on pourrait, notamment pour la transition. Donc moi, c'est ma grosse déception, mais du coup, c'est un problème politique français, c'est de mettre en place des leaders, des députés européens et européennes aussi, qui soient meilleurs, quoi, qui poussent dans un meilleur sens. Mais l'Europe, en soi, pour moi, n'est pas un problème. C'est plutôt même une bonne partie de la solution. Du coup, c'est une bonne transition. Puisque moi-même, je suis candidate aux élections européennes en tant que candidature citoyenne sur la liste des écologistes et la liste de Marie Toussaint. Et donc, ce dont on parlait tout à l'heure avant que la conférence commence, c'était de dire et que ce soit à l'échelle d'un État ou même de l'Union européenne, mais c'est de voter pour des gens qui prennent des décisions courageuses et qui mettent, encore une fois, les bonnes personnes autour de la table. Et en l'occurrence, ce qui est assez dangereux, et je parlais du recul de la démocratie en Europe et dans le monde, la réalité, c'est aussi qu'on a l'extrême droite qui monte et qui est contre toutes les mesures écologiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce constat-là? Parce qu'on a vu qu'à l'échelle de la France, on est capable de mettre en place des dispositifs qui font que plusieurs profils se parlent et créent des mesures ensemble lorsqu'elles sont bien accompagnées. On voit que, in fine, à la fin du parcours, on a un dirigeant, donc Macron, qui avait promis de mettre ces mesures en place sans filtre, si je cite. Et donc, une partie seulement a été mise en place. Donc, ça questionne le bout du chemin. C'est qui c'est qui a le courage, comme disait Com, d'appuyer sur le bouton. Je ne sais pas si c'est toi qui disais ça tout à l'heure. Et donc c'est ça, c'est pareil que ce soit à l'échelle française, des différents États membres ou de l'Europe, c'est qui on met en place pour pouvoir porter ces mesures, avoir le soutien aussi de la population et des ONG. Je pense que moi je l'ai vu en tant que militante associative, mais lorsque j'ai aussi auditionné ces personnes dans le cadre du travail, de la thématique du travail, ce qui se disait beaucoup, c'est la déconnexion des partis avec les ONG et les associations. Donc on a des associations, des ONG et même d'autres structures qui produisent tout un tas de données qui ne sont pas forcément utilisées à bon escient par les partis politiques, qui ne sont pas utilisées en bonne intelligence, et les deux partis ne se parlent pas parce que manque de confiance. Je rappelle, le taux de défiance, il est hyper important envers les politiques, dû à cette déconnexion, et je pense qu'il faut retravailler à cette connexion-là entre les partis et les associations.
mais aussi entre les entrepreneurs qui sont au cœur des transitions, au cœur des entreprises. Leur activité est essentielle parce qu'ils testent dans le dur et ils sont face aux obstacles, ils sont face aux solutions, ils créent des solutions et ils pallient aux lacunes du gouvernement. Je ne sais pas si ça se dit. et donc à ce titre-là, ils ont énormément à nous apprendre sur la manière de construire un plaidoyer avec des solutions beaucoup plus ancrées parce qu'ils sont directement dans le dur. Et comment on reconnecte partis, entrepreneurs, associations et instances décisionnelles, je pense que c'est sur ces reconnexions-là qu'il faut travailler pour faire en sorte qu'on soit beaucoup plus fort face à des partis comme ceux de l'extrême droite qui sont complètement contre toutes ces avancées-là écologiques et sociales. Et faire qu'ensuite il y ait que ce soit beaucoup plus efficace en bout de route, quoi. C'est pas évident, hein. Enfin, le taux qui est donné pour l'extrême droite, il est de 28%, comme me disait 31%, c'est énorme. Donc oui, là pour les prochaines élections, donc c'est difficile. C'est difficile lorsque ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont en place. Donc c'est très politique, ouais. Je suis désolée, mais bon, tu m'as envoyé la balle, alors je la rattrape. Juste un petit rappel, on a jusqu'au 3 mai pour s'inscrire sur les listes électorales et pour voter pour les européennes. Voilà. Si vous aimez le vert, n'hésitez pas. Je vous laisse passer le micro derrière. Ouais. Moi, je voulais poser une question sur la Convention citoyenne. Vous avez dit tout à l'heure là, que la preuve, c'est que les gens ne sont pas cons. Enfin, je reprends le vocabulaire pseudo-macroniste. Ils ne sont pas cons, ils sont capables de s'entendre. Mais est-ce que ça n'a pas marché, cette Convention citoyenne, parce que c'était très choisi comme public et très choisi au sens diversité? Est-ce que c'est pas une démonstration du fait qu'en fait, il n'y a que ensemble, d'où le fait que j'ai souvent voté côté fraternité, moi, tout à l'heure, enfin, en tout cas justice sociale, ou en tout cas, non, fraternité, oui, parce que j'ai l'impression que c'est que quand on réacceptera de se parler, mais dans nos différences, qu'on va arriver à se comprendre et à trouver des solutions. Donc j'aimerais bien que vous me disiez si cette convention pour le climat, elle a marché parce que c'était très divers et bien composé l'assistance. Je vais laisser comme compléter, mais je dirais que les méthodes d'intelligence collective et tous les autres dispositifs qui sont dans le même ordre, enfin qui sont du même ordre et qui visent à mettre autour de la table des gens qui ne sont pas forcément d'accord, sont censés aider à faire ça. Je ne pense pas que les personnes qui ont été choisies en fonction uniquement de leurs opinions, mais il y a eu aussi la volonté de respecter un certain nombre de critères qui ont été décrits par Com. Et ils n'ont pas tout le temps été d'accord. Il y a eu des débats, je ne sais pas si je dirais houleux, mais c'était franc, j'ai envie de dire, parce que c'était filmé. Et moi, j'ai pu assister aussi à quelques échanges. Et j'ai moi aussi été bien chahuté quand j'ai été auditionné. Donc, je pense que c'était très libre dans la parole. Mais en tout cas, j'ai confiance en ces dispositifs. Parce que vous pouvez peut-être aller regarder le rapport qui a été fait par Démocratie Ouverte, qui est en fait qui en tire les enseignements, qui étudie un peu la manière dont ça s'est passé et qui dit voilà ce qu'on en tire comme enseignement. Et différents. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'écosystème des innovations démocratiques et chacun et chacune pourrait donner son avis sur qu'est-ce qu'il faut changer pour que ce soit plus efficace. Et je pense que ce sont des dispositifs qui peuvent être améliorés continuellement. Et il n'y a jamais un seul format magique, en fait. Je pense que le sujet fait beaucoup. Si je donne un exemple de ce qui a fait débat dans l'écosystème, c'est par exemple le mandat et le fait qu'il soit très large. Certains disent il faut qu'on débatte d'une mesure, c'est plus simple, c'est plus efficace, etc. Et là, on avait un mandat, on a demandé à 150 personnes de réfléchir à comment réduire, voilà, comment sauver la France. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment une lourde responsabilité. Donc on peut se poser la question du mandat, on peut se poser la question de la durée, on peut se poser la question enfin tout un tas de questions autour du dispositif qui ferait que ça améliorerait ensuite le résultat, quoi. Et du coup, je complète sur les choses à améliorer aussi. Et ça, je vous partage. Moi, j'ai pas trouvé de réponse encore. C'est que là, vous avez 150 personnes tirées au sort qui vivent une expérience incroyable, émotionnelle, intellectuelle, affective et tout ce que vous voulez. En fait, ces personnes-là se transforment complètement à travers le processus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je me souviendrai toujours toute ma vie de cette femme qui était tout juste enceinte au début de la convention, qui était vraiment pas sûre d'elle, etc. Ça se voyait en fait, parce que vous avez du travail en groupe, il y a l'hémicycle, mais il y a aussi plein de sessions en groupe. Elle prenait jamais la parole, etc. C'était très dur. 1 an plus tard, elle était maire de sa commune. Donc en fait, ça a activé quelque chose chez elle qui est bien plus vaste que juste répondre à une question un peu compliquée. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, les 66 millions d'autres Français qui n'ont pas participé n'ont pas vécu la même chose. Et du coup, leur réception des mesures proposées par la Convention est forcément
pas forcément compliqué, quoi. Parce que pour arriver à ces réponses-là, qui sont donc dans le document de la Convention, il a fallu beaucoup de maturation, des allers-retours, du temps chez eux. Je me souviens des sessions en visio, parce que c'était le début du Covid. Enfin bon, bref, ça transforme les gens. Et pour moi, ça, c'est un gros sujet avec la question de la réception des mesures par le pouvoir représentatif. C'est comment on embarque aussi le reste de la population qui n'a pas été dans l'enceinte, qui n'a pas vécu la même chose. Je crois qu'il y avait des questions par là-bas, si vous voulez continuer de faire tourner le micro de manière autonome. Oui, bonjour, merci. Ça fait une bonne transition, les 2 dernières questions, par rapport à ce que j'avais en tête. Vous parlez beaucoup de la reconnexion. Vous avez évoqué, Priscilla, la reconnexion entre les politiques et les associations politiques et entreprises. Vous êtes revenu sur le taux d'abstention à venir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... je dirais que cette conférence, on revient beaucoup sur des initiatives de la société civile. Et il y a une succession de prochaines élections qui peuvent faire peur à beaucoup de monde. Et du coup, par rapport à reconnecter le citoyen... Alors, à la politique, ça pourrait être dans d'autres cadres, mais pour aller vers les élections, est-ce que vous avez des conseils, des idées à mettre en place voilà. Pour que les gens aillent voter ? Oui. Voilà. Oui, merci pour la question. J'allais demander si c'est pour se présenter, mais c'est aussi un sujet. Voilà, non, mais il y a eu beaucoup de gens issus du mouvement des Gilets jaunes qui ont décidé de travailler avec des élus locaux pour construire des listes citoyennes. Donc c'est intéressant de voir même... Ça me fait penser à la progression dont parle Com lorsqu'on a été hyper engagé et qu'on se dit, mais en fait, j'ai tout testé. J'ai fait de la désobéissance civile, j'ai fait des pétitions, j'ai fait des lettres ouvertes, des tribunes, j'ai été dans les médias, etc. Qu'est-ce qui manque pour que j'essaie d'avancer et d'être plus efficace ? Et se présente là la politique. Et on se dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Donc c'est un choix qui n'est pas facile. Et puis ensuite, pour aller voter, je pense que ce qui est intéressant... moi, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un collectif tout naissant, qui s'appelle Les Engraineurs. Qui est composé de personnes qui vivent principalement en banlieue parisienne et qui a décidé de faire de la sensibilisation sur la manière dont fonctionne le Parlement européen et sur globalement la démocratie et tout ce qui tourne autour des élections. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Je vais reciter Destin commun, mais ils ont sorti là une étude tout récemment, semaine dernière, je crois, sur les intentions, pas de vote, mais sur ce que pensent les Français et les Françaises des sujets dont devraient se saisir les écologistes notamment. Et ils ont parlé du fait aussi que ce qui ressort beaucoup, c'est le manque d'informations sur ce à quoi sert le Parlement, ce qu'il pourra apporter aux entrepreneurs et globalement à d'autres secteurs comme celui de l'agriculture. Et d'ailleurs, dans les rencontres que j'ai faites il n'y a pas longtemps aux Antilles, c'est beaucoup ça, c'est de se dire en fait à quoi sert l'Europe. On ne voit pas bien la connexion avec nos sujets alors que les principaux fonds viennent de l'Europe. Et ce qui manquait comme information, c'était de dire mais où vont les fonds ? L'exemple du pêcheur à Sainte-Rose, c'était de dire au lieu de financer des choses qui nous permettent de réfrigérer nos poissons et de ranger notre matériel, qu'on est obligé de se farcir sur tout le trajet, ils ont financé un abri. Ça n'a aucun sens. Donc comment on leur donne le pouvoir de dire où vont les fonds une fois qu'ils arrivent au département ? Et je pense que pour pousser les gens, entre guillemets, en tout cas s'ils veulent voter, c'est qu'ils comprennent à quoi ça sert. Il faudrait qu'ils comprennent à quoi sert l'instance décisionnelle en question. Et une fois qu'on a compris à quoi ça sert, on peut se dire, ah oui, il y a potentiellement un impact sur ma vie au quotidien si jamais je vais voter. Avec le Média Vert et le réseau Action Climat, on va lancer début avril une plateforme qui s'appelle Paumé dans mes élections européennes et qui permettra justement de raconter à quoi ça sert l'Europe, à quoi sert mon vote, où vont les financements, etc. Donc c'est un éclairage pour les gens qui se sentent un peu largués en disant bon, l'Europe ça a l'air bien ou ça n'a pas l'air bien. On leur donnera en tout cas on essaiera de donner quelques éclairages. Donc d'ici 3 semaines. On disait tout à l'heure qu'on n'avait pas assez parlé de l'Europe. Je pense qu'il y a un sujet pour aborder cette question-là qu'on n'a pas évoqué non plus. Mais bon, ce serait le sujet d'une autre conférence. Mais c'est la question des imaginaires. Et je pense qu'en politique, elle se pose plus que jamais. Globalement, l'enjeu, y compris de façon pragmatique pour répondre à ça, c'est de remplacer les gens comme moi dans les instances de décision. C'est-à-dire les mecs blancs surdiplômés, potentiellement carriéristes. Ça, vous ne le savez pas. Mais voilà. Et pour faire ça, en fait, il faut vraiment changer. Je ne sais pas qui je regarde, en fait. Vous êtes derrière la personne qui a posé la question ? Je ne vous vois pas. Oui. Ouais, voilà. Il y a vraiment un sujet d'imaginaire, de façon de se projeter dans le politique. C'est amusant, comme d'emblée, vous dites le vote. Et pourquoi vous ne présenteriez pas, quoi ? Et je pense qu'en ce moment, il y a un terrain plus propice que jamais pour
envisager soi-même se présenter. Il y a plein d'initiatives. Je pense à Tous élus. Il y en a, ou Tout élu, je ne sais plus d'ailleurs comment ils sont appelés. C'est Tous élus et justement ça, ça fait débat. Bon. Pourquoi pas Mais il y a tout un tas d'initiatives qui aident à, en gros, même si on n'a pas fait Sciences Po et qu'on n'est pas un mec grand, etc., à quand même envisager les élections. Et je pense que je fais beaucoup de conférences en milieu étudiant et je suis toujours fasciné par l'impossibilité en fait d'imaginer ça un jour, de se présenter soi-même. Et pour moi, c'est la première chose à envisager. Où est le micro? Ah ben juste à côté, c'est facile du coup. Vous avez toujours le micro? Ah non, voilà. Bonsoir. J'avais une question sur la partie écologique, peut-être plus climatique. On peut avoir en tête une empreinte carbone par Français en moyenne de 10 tonnes équivalent CO2. Et on sait à peu près comment elle est répartie et sur quoi on peut agir. Est-ce qu'il y a des ordres de grandeur comme ça qui existent sur la partie sociale pour se dire, OK, je sais où sont les gros sujets et sur lesquels je peux agir en premier? À ma connaissance, non, mais si jamais vous voulez bosser là-dessus, ça m'intéresse. Il y a des baromètres quand même qui sortent régulièrement. Oui, je pense que dans les études, on en voit, je dis non pour rigoler, mais je ne sais pas s'il y a vraiment parce que les baromètres ponctuels, pondus entre guillemets par les organismes, ça, il y en a souvent. Non, mais si on n'a pas de social, on l'a pas. Voilà, quoi. Ouais. Un vrai outil de mesure, ça peut être super intéressant. Il y a Oxfam qui fait pas mal de classements sur ces sujets-là, mais effectivement, ça existe. Bon, ben voilà, il faut le monter, très bien, parfait, bonne idée. Ouais, et ben on est très bien, voilà. Dans l'exemple que vous avez donné là sur Los Angeles, on voit que c'est une mobilisation citoyenne qui a réussi. Je me demandais si vous saviez si ça avait un impact sur les tendances de vote. En d'autres termes, est-ce que une expérience comme celle-là favorise la démocratie ou finalement la tendance du vote dans le nord de la France se trouve être la même à Los Angeles qu'ailleurs dans le nord? Ils sont quoi les Carons? Je crois qu'ils sont communistes au départ, puis sans étiquette, précisément pour éviter en fait qu'il y ait une trop forte affiliation à un parti. Je ne suis pas complètement sûr de ça. Mais je me souviens qu'en tout cas, c'est un sujet qui se sont posés au début des années 2000, en fait, quand lui a été élu maire. Et il a été réélu 4 fois d'affilée, quoi. Donc si ça avait vraiment provoqué une dissension démocratique, etc., il se serait fait dégager assez vite. Oui, ça c'est au niveau local. Est-ce que au niveau national, est-ce qu'on connaît le vote à Los Angeles? Alors, quelqu'un va fact-checker cette information et nous la donner tout de suite. Ouais. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer de l'autre côté, parce qu'on est très côté justice sociale. Oui, c'est bien. Je vais reprendre là-bas. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure, quand vous avez parlé de la Convention citoyenne pour le climat, vous avez dit, je pense que comme c'est vous qui avez dit qu'en fait le pouvoir il est dans les mains des gens qui appuient sur le bouton, qui décident de la politique publique, qui décident de ce qui va entrer dans la loi. Du coup, de façon très concrète, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser et former ces gens-là, ceux et celles qui prennent la décision, que ce soit les hommes et les femmes politiques ou par exemple, je sais pas, les actionnaires de grandes entreprises, donc quelqu'un de puissant? Je réponds juste à la question tout à l'heure, donc grâce à Estelle qui nous a fait une petite recherche Internet. Aux dernières élections, 60,69% des habitants de Los Angeles ont voté Marine Le Pen. Super. C'est 60%, pratiquement 61% des gens qui ont voté Marine Le Pen aux élections présidentielles à Los Angeles en 2022. C'est sympa. Au deuxième tour. Ok, donc on se rappelle de la question qui vient. Oui, pardon, c'est un petit choc. Alors, j'ai envie de répondre à cette question. Et pourquoi? Alors, si j'étais radical, je dirais faut dégager la personne qui veut pas appuyer sur le bouton. Si je suis un peu plus poli, je dirais que ça rejoint le travail que font beaucoup d'assauts dans l'écosystème des innovations démocratiques, qui disent qu'en fait, il faudrait
permettre une cohabitation entre la démocratie représentative et participative de manière institutionnalisée ou avec des organismes indépendants comme ce qu'a pu faire la CNDP, mais avec, avec peut-être des formats plus poussés et plus inclusifs. Et pareil pour le CESE qui a changé un peu son format après le mouvement des Gilets jaunes, mais c'est peut-être pas encore assez suffisant parce que le CESE n'a pas de pouvoir réel de changer les choses. Donc en fait, c'est comment on réfléchit à une manière de travailler à un nouveau fonctionnement des institutions pour faire que lorsqu'une assemblée citoyenne est mise en place, elle n'est pas qu'un pouvoir consultatif. Donc je pense que c'est ça, quand je parlais de transition démocratique tout à l'heure, c'est de ça que je parle, c'est de comment on met en place ce type de dispositif de manière pérenne. Il y avait une autre question que peut-être là-dessous que j'oublie. Peut-être que tu veux compléter. Sur la question de comment on forme pour caricaturer les députés et les grands patrons de grandes boîtes, etc. Sur les enjeux climat, en ce moment, il y a la fresque qui a un essor incroyable, etc. Ça marche plutôt bien. Voilà, il y a énormément de monde qui l'a fait. Après, est-ce que ça a complètement révolutionné la façon dont les chefs d'entreprise gèrent leurs grandes entreprises? Je ne sais pas. Mais c'est sûrement ça réveille, en tout cas. C'est un bon électrochoc. Et après, sur les députés, ce qui a été intéressant, vous avez peut-être suivi, il y a eu une mobilisation à l'Assemblée nationale avec des jeunes et tout, lors de l'élection, en fait, le premier jour au Palais Bourbon. Et en fait, il y a presque aucun député qui a voulu même avoir cette information, c'est-à-dire suivre. Et en plus, il y avait des climatologues du GIEC, etc. C'était pas des étudiants en L1, en climatologie ou autre. C'était vraiment les experts du sujet qui étaient là, et très peu de députés se sont pointés. Donc là, il y a vraiment un sujet. Encore une fois, moi, quand j'ai commencé à militer, etc., j'étais vraiment dans l'optique, avec la bonne information, ils vont nous suivre, etc. Et progressivement, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de gratter à leur porte toute ma vie, quoi. Et pour moi, l'essentiel, là, c'est plutôt d'envisager comment très, très rapidement les remplacer. Et je pense que c'est exactement la démarche de Priscilla aujourd'hui. C'est abandonner l'idée d'essayer de les convaincre en leur envoyant des mails et des tracts, parce que de toute façon, leur boîte mail, ils filtrent. Donc, ça arrivera rarement au bon endroit. Et du coup, j'ajouterais que peut-être que au moment de la nomination d'un haut dirigeant ou de l'élection d'une personne dans une instance, il faudrait qu'il y ait une validation obligatoire d'un cursus qui fasse qu'on soit au courant des principaux enjeux et que ça dure un certain temps, même que ce soit même en continu, parce que ça évolue. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire ça, que dès lors qu'on arrive au Parlement français ou européen ou autre, qu'on soit formé et que ce soit obligatoire, je pense. Et autrement, du côté de démocratie ouverte, ils sont en train de développer une fresque de la démocratie pour faire un peu ce qui se fait sur la fresque du sexisme et du climat et autres fresques qui se font actuellement. On va peut-être prendre une dernière question, parce que c'est débat et des bières, donc il va falloir passer à la partie bière. Bonsoir, merci à vous trois, c'est super intéressant. Tout à l'heure, je sais, il y a une personne qui parlait de l'empreinte carbone côté social. Il y a l'indice de développement humain peut-être, et puis il y a un pays dans le monde qui observe l'indice de bonheur par habitant. Le Bhoutan. Voilà. Et finalement, on se rend compte quand on fait du développement durable, on apprend qu'à un moment, l'indice de développement humain s'est super bien développé, et puis entré, s'est percuté avec la problématique climatique. Et donc comme si le développement humain a continué tel qu'il est envisagé dans le monde, finirait par détruire la planète, comme si c'était deux forces contradictoires. Et que l'idée, c'est de décorréler ces deux choses-là. Et du coup, il y a des gens qui disent, quid de la croissance? Qu'est-ce qu'on fait de la notion de croissance? Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Voilà, juste... En conclusion et en 3 minutes, pour ou contre la croissance. Allez, c'est parti. Là, vous mettez une pièce dans le flipper. Je peux partir pendant 1h30 sur ça, mais tu veux commencer peut-être? Non. Bon, déjà, il faut lire Timothée Parikh ou Jackson. Enfin, c'est des lectures qui sont vraiment importantes. Pour être très bref, il y a deux choses. D'une part, la corrélation entre le bonheur et la croissance d'un pays. On sait économiquement que ça plafonne au bout d'un moment. C'est vrai que si vous prenez un pays avec un
PIB à, je ne sais pas, $1000 par habitant par an, ça va, voilà, vous avez encore une grande marge de croissance. Mais au bout d'un moment, ça plafonne. Et c'est un peu ça tout le sujet. Et d'ailleurs, ça s'applique autant au pays qu'à nous, nos vies intimes. On a du mal à s'arrêter au moment où ça continue un peu à être mieux, mais c'est infime. Et on a du mal à comparer aux efforts qu'on met pour atteindre cette infime augmentation. Vous voyez, sur vos vies perso, ça marche assez bien. Et l'autre truc, c'est le découplage. Bon, c'est un peu technique, mais voilà, c'est le découplage entre l'empreinte matière, énergie, etc., biodiversité d'un pays et son économie. Et ça, en fait, les méta-études sont complètement formelles. On montre qu'il y a parfois un découplage, mais qui est infime, c'est-à-dire qu'on arrive à croître un peu et à décroître l'impact, mais c'est pas du tout à la bonne vitesse. Et dans la majorité des cas, en fait, c'est encore couplé. Donc il n'y a vraiment rien qui peut aller dans le sens de on va être toujours dans une forme de croissance. Je pense que la croissance verte est vraiment un mythe. Et si vous voulez bien vous marrer et apprendre sur le sujet, suivez Timothée, il est marrant. Et il a bossé le sujet, donc c'est juste aussi, quoi. Moi, je rajouterais juste que je recommande le livre d'Eva Sadoun, pour le coup, Une économie à nous. Et je dirais que ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut que j'aille vraiment regarder les documentaires d'Henri Poulain, parce qu'il a travaillé sur les utopies dans le monde, et donc il parcourt le monde pour aller à la rencontre de personnes qui ont développé un modèle social différent, et d'aller s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs. J'ai discuté avec un membre du Conseil des sages de Nouvelle-Calédonie qui expliquait que les modèles parfois qu'on essaie d'imposer à certains territoires ne sont pas forcément en phase avec les différentes cultures, et que c'est important de se nourrir des différentes cultures pour savoir quel serait le modèle qui serait le plus approprié. Et dans ce livre d'Eva Sadoun, on nous rappelle aussi que le PIB est d'un autre temps, ce qui est vrai, et qu'on gagnerait à le repenser. Je travaille sur une initiative, et peut-être que moi je vais m'arrêter là ensuite, sur ce que j'ai appelé le contrat de travail engagé. Il y aura bientôt un rapport qui va sortir et qui va en parler, où je propose 6 clauses à mettre dans le contrat de travail, dont un sur le sujet de l'économie, en disant qu'il faudrait que les indicateurs clés de performance se basent sur le social, sur le bien-être, sur la santé, etc. Qu'on remette un peu au cœur, qu'on remette un peu l'essentiel au cœur, et que en fait on devrait peut-être pas utiliser les mots croissance ou décroissance, mais c'est à quel moment on remet l'humain et le vivant au centre de tout ce qu'on fait, et naturellement les choses vont se connecter, parce que la planète est pas mal faite, c'est nous qui lui faisons du mal. Juste pour compléter sur le PIB, est-ce que c'est un truc intéressant à savoir? Vous savez quand ça a été construit et pour quelles raisons? Si tout le monde parle en même temps, ça ne va pas aller. Mais bon, c'est une question rhétorique. Du coup, ça a été inventé pendant la période de reconstruction après les grandes crises américaines, Grande Dépression dans les années 30, par Simon Kuznets. Et en fait, ce qui est marrant, donc c'était une sorte de thermomètre pour mesurer la santé d'une économie qui revient un peu à vitesse de croisière normale. Et de l'aveu même du créateur du PIB, de l'indicateur, 4 années plus tard, il a dit « je ne pense pas que ce soit un bon indicateur pour mesurer l'état de santé des économies dans un état normal ». Donc c'est le mec qui a créé la notion a dit quelques années après, il faut l'abandonner. Et là, ça fait un siècle qu'on est encore dessus et que ça alimente BFM TV tous les matins. Bon. Et l'autre truc, c'est qu'il y a des indicateurs alternatifs au PIB. Il y en a, il y en a plein, il y en a des centaines, mais il y en a 10 qui sont calculés obligatoirement chaque année en France. C'est la loi Sas, du nom de cette sénatrice, je ne sais plus de quel bord elle est, mais elle a réussi à faire passer donc, cette loi. Il y a 10 indicateurs donc, qui sont le taux d'alphabétisme, etc. Il y a aussi le PIB, il y a aussi le chômage, il y a aussi donc, des indicateurs sociaux, économiques, environnementaux, je ne crois pas d'ailleurs, ce n'était pas encore vraiment assez ancré. Mais donc, c'est le cas. Le seul problème, c'est comme c'est un rapport qui est émis par les services du Premier ministre, c'est un tantinet subjectif. L'analyse, à chaque fois, c'est ouais, on est les meilleurs, tout va bien et tout, même quand le chômage monte et tout, mais c'est normal. Enfin bon, bref. Donc, il y a peut-être un problème de façon de les amener, mais ces indicateurs existent. Et pour moi, le premier problème, c'est la formation de la sphère, notamment journalistique, qui est un peu celle qui va façonner le début de l'opinion publique, amener les premières informations, qui devraient être plus sensibilisés à l'existence de ces indicateurs dans le débat, quoi. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure, vous étiez médecin en début de séance. Ça serait quoi votre médicament remède, là, une première mesure que vous pourriez prendre pour réconcilier écologie et justice sociale? Et vous n'avez pas 1h30, ni pour réfléchir, ni pour répondre. Allez. Allez, moi je dirais... lisez Les Utopiennes, qui est un livre des éditions de la Mère Salée, publié par Sandrine Roudot et Yannick Roudot aussi. Je pense que le problème
essentiel. J'ai essayé de le faire passer à travers mes réponses sur l'Europe, sur la politique, sur l'écologie. On a vraiment un problème de capacité à se projeter. Pour l'instant, notre imaginaire qui nous aide normalement à nous projeter dans le futur, là, il nous projette à peu près uniquement dans le mur. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir d'ornières d'imaginaire. Donc on a besoin plus que jamais d'être dans des utopies, qui sont vraiment des utopies. Ce que vous allez lire dans ce genre de livre est complètement... Vous pourrez vous dire, si vous n'êtes pas dans la bonne disposition d'esprit, mais je perds mon temps, il faudrait mieux que je lise le rapport du GIEC. Ben non, je pense que c'est typiquement ce genre de démarche pour assouplir un peu nos imaginaires, envisager des choses qui sont fondamentalement pas envisagées aujourd'hui. Pour moi, c'est une bouffée, à la fois c'est positif et ce sera très très utile. Et allez voter. Cool, comme ça, j'ai pas besoin de le dire. Non, j'ai envie de dire, parlons-nous. Vraiment. Que lorsqu'on sort de ce type de conférence, quand on découvre des organisations, de ne pas hésiter. Je n'ai pas beaucoup parlé du numérique et de la place du numérique, je ne parle pas sur l'impact, mais de la place du numérique dans les mobilisations. Et donc, c'est vrai que ces outils-là sont un peu négligés, parfois, mais ils ont un impact fort. Et je pense que c'est important qu'on fasse toutes et tous de la sensibilisation quand on a l'occasion de le faire en fait, à différents niveaux, faire découvrir une association, faire découvrir le travail de militants et militantes. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on permet de faire de la sensibilisation massive. Évidemment, il y a un coup de pouce des mobilisations sociales à un moment donné, mais pour pas que ça retombe comme un soufflet, c'est de continuer à nourrir ce débat public et de faire que à tout moment, on a en tête les principaux enjeux. Voilà, j'ai l'impression que c'est une étape un peu facile, mais accessible du coup, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Merci beaucoup, merci à toutes et à toutes, merci à la technique Paloma, au Crédit Coopératif qui nous soutient là-dedans. Donc les bières, c'est en bas, si ça vous dit. Et la semaine prochaine, on a une autre rencontre pour réinventer ou réenchanter notre rapport au vivant, puisqu'on a vu que c'était aussi une des problématiques qui sera assez philosophique, poétique, avec Jean-Pierre Gou et Pierre Gilbert. Donc n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup, très bonne soirée.